Bonjour à toutes et tous, salut Bandini, salut Silmarine, salut Spartagus, salut Drake One, salut Crystal, salut Gentleman, salut à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans le talk de France Info. On est ensemble 2 heures comme tous les jeudis de 17h à 19h en direct sur Twitch, sur TikTok. 2 heures pour décrypter l'actu politique, économique, diplomatique, de la tech, du web, des idées. 2 heures avec vos questions dans le chat pour analyser, pour dézoomer, pour mettre de la raison dans les passions. Ce stream, on le fait ensemble sous les ordres de la bienveillance et de la courtoisie, s'il vous plaît. Vous posez vos questions, je les pose aux invités. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Il y a seulement une règle, c'est de mettre un point d'interrogation à la fin de votre question. Comme ça, je vois que c'est une question. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, la mort du militant identitaire Quentin Derengue qui enflamme la classe politique avec LFI dans le viseur du Rassemblement national notamment. Ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle on s'interrogera sur les conséquences de la réduction par la France de plus de la moitié de sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. On va parler santé publique, prévention, mauvaise économie certainement, dynamique épidémique, effet domino et géopolitique du financement. Ce sera jusqu'à 19h pour l'heure et pour l'instant. Il n'est jamais que 17h05, passé de 5 secondes à Paris, 5 heures de plus à New Delhi, où après la mort de Quentin Derengue, militant identitaire tabassé à mort à Lyon, le président de la République, en marge d'un sommet sur l'intelligence artificielle qui se tient dans la capitale indienne, a déclaré à la presse que tous les partis politiques qui justifient des mouvements qui pratiquent la violence commettent une faute grave. Il appelle les partis extrêmes à faire leur ménage, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Alors l'enquête a avancé, on sait maintenant que parmi les 11 personnes placées en garde à vue, 2 sont des collaborateurs du député de la France Insoumise Raphaël Arnaud, cofondateur du mouvement La Jeune Garde antifasciste, dissoute l'an dernier. L'un de ses collaborateurs, Jacques-Élie Favreau, a reconnu en garde à vue avoir commis des violences, et le procureur de la République doit être en train de s'exprimer. On va suivre ça d'un peu plus loin, on va plus attaquer l'angle politique, mais on jettera un œil à l'AFP. Bonjour Aurore Malval. Bonjour. Salut Aurore, t'es grand reporter à Marianne. À tes côtés, Émilie Zapalski. Salut Émilie. Bonjour Ludo. T'es éditorialiste politique, consultante en communication de crise, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Le ménage doit être fait dans les rangs de la France insoumise, a estimé mardi soir Sébastien Lecornu. Jean-Luc Mélenchon a dit ne pas accepter les leçons du Premier ministre, tout en affirmant que les agresseurs de Quentin Derengue se sont déshonorés par l'usage de la violence. C'est compliqué comme posture pour Jean-Luc Mélenchon ? C'est compliqué comme posture, mais moi je voudrais faire un petit préambule parce que je trouve que depuis le début de cet événement, il y a eu un déferlement de positionnement des uns et des autres, y compris des hauts responsables politiques qui sont au gouvernement, et j'en citerai un, le garde des Sceaux, qui tout de suite a dégainé des armes assez fortes, d'ailleurs en citant les armes et Jean-Paul Sartre, ou je ne sais plus son expression, mais moi j'ai trouvé que c'était assez exécrable. En fait, j'ai eu l'impression qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. On parle quand même de la mort d'un jeune garçon, quelles que soient ses orientations politiques. On parle de violence physique. Et tout de suite, on en vient à accuser les uns les autres et à avoir ces débats à l'Assemblée nationale avant même que le procureur ne s'exprime. Donc moi, j'ai trouvé ça lamentable. Et pour un parti, pour un gouvernement qui essaie de chercher le calme, bah moi, je pense que là, ça mettait de l'huile sur le feu, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien. Tout ce qu'il faut pas faire pour ne pas attiser la colère des uns et des autres, et surtout aller en tirer des conclusions avant même que le procureur s'exprime. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment, dans ces moments difficiles, raison garder, faire attention aux stratégies électoralistes derrière, parce qu'il y a des arrière-pensées vraiment qu'on sent derrière. On va y revenir, hein, évidemment. Mais voilà, moi, je trouve que ça m'a beaucoup choquée, et je trouve qu'on ralentit pas là-dessus. Donc on dit, ouais, les extrêmes, mais déjà, faisons le ménage aussi devant sa porte. Ça serait la première chose à faire, il me semble. Alors justement, le procureur de la République de Lyon s'exprime. Tous les suspects contestent l'intention homicide. 7 personnes seront présentées à la justice ce jeudi soir en vue d'une probable mise en examen pour homicide volontaire. Aurore Malval. Alors, pardon, c'était la pause, Oui. c'était la pause d'agence, pardon. Je donne les infos au fur et à mesure. Sur la question, effectivement, on va rester à la sur fois l'angle politique pendant 1 heure, effectivement. À la fois du côté de la France Insoumise et puis même des autres partis. Je pense qu'il y a vraiment 2 choses aujourd'hui qu'on peut avancer, 2 volets en fait à cette affaire. Il y a effectivement un volet pénal. Et puis, il y a le volet politique, la responsabilité morale. Et effectivement, moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Émilie. Ce qui a été tout de suite avancé en fait, par les partis, c'est tout d'un coup de créer ce continuum. En fait, il faudrait forcément que la radicalité
que l'outrance parfois, justement, des discours qui sont tenus par des membres de la France insoumise, eh bien, trouve son débouché finalement dans ce drame, dans cette tragédie de la mort de ce jeune homme. Et ce que je trouve particulièrement frappant, en fait, et d'ailleurs même lorsque le président de la République dit les extrêmes doivent faire le ménage, c'est qu'à nouveau, ce qui est un discours très classique en fait pour le centriste qui est Emmanuel Macron, mais à nouveau il s'exonère de toute responsabilité. La brutalisation du débat politique, c'est les autres. Moi, je trouve quand même que la violence en fait du débat politique et l'hystérie qui s'est emparée de l'hémicycle, elle est le fait de tous les partis. Ouais. Elle est le fait d'absolument tous les partis. Elle est aussi le fait du bloc central qui, depuis maintenant assez longtemps, renvoie justement les extrêmes. On fait sortir, décide voilà qui appartient à l'arc républicain, qui est dedans, pas dedans. Tout ça, c'est quand même c'est une brutalisation, c'est une hystérisation du débat politique. Quand on a effectivement le garde des Sceaux qui vient justement dire voilà, c'est l'ultra-gauche qui a déjà fait l'enquête. Alors évidemment, il a des informations, mais doit-il les donner de cette façon-là ? Doit-il dire ensuite qu'il y a effectivement une responsabilité directe de la France insoumise ? Effectivement, on a vu mieux pour calmer le jeu. Ensuite, sur la question de Jean-Luc Mélenchon, je pense que de toute façon, et ça s'est toujours vérifié dans toutes les affaires, la France insoumise fait bloc autour des siens. Et la France insoumise, j'ai envie de dire, c'est presque un slogan, la France insoumise ne se soumet pas. C'est-à-dire quand on demande à la France insoumise des comptes, quand je dirais, je vais employer un mot, ce qu'elle conçoit en tout cas comme le système lui demande de rendre des comptes, eh bien, elle ne les rend pas. Et en même temps, c'est l'attitude aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon et de ses lieutenants de la France insoumise, elle est dans la droite ligne de ce qu'a toujours fait la France insoumise, c'est-à-dire instaurer un schéma binaire qui consiste à dire vous êtes avec nous ou contre nous. Et donc là, rebelote, c'est-à-dire que si certains trouvent que c'est pas la meilleure stratégie de défense, qu'il faudrait faire un petit peu amende honorable, qu'il faudrait prendre ses distances avec la jeune garde, eh bien c'est à eux de faire leur examen critique, soit ils crient haro sur la France insoumise avec les autres, avec la droite, avec l'extrême droite, soit ils sont en soutien. C'est à nouveau Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise posent ce dilemme en fait à nouveau dans les mains du reste de la gauche. Pareil, vous êtes avec nous contre nous, et être contre eux, ça veut dire donner le point finalement à l'extrême droite qui parachève, on va en parler, sa dédiabolisation en tout cas, qui souhaite le faire, et on voit quand même que jusqu'au parti du centre, voire au centre-gauche, ça marche plutôt bien. Alors dans le chat, pardon, Siscom qui dit merci, ça fait du bien d'entendre un peu de nuance, je le souligne, parce que c'est rare qu'à ce stade-là du stream, le viewer soit très gentil quand on parle de politique et de défis notamment. Salut Siscom, bienvenue. Michael Cull, pour faire la liaison, on a longtemps parlé de la dédiabolisation du Rassemblement national, alors qu'il ne s'agissait selon lui que de banalisation. Aujourd'hui, nous assistons à une réelle diabolisation de la France insoumise par pur électoralisme, dit-il. J'ai énormément de choses à reprocher à LFI, mais cette séquence est une honte. Est-ce qu'on va vers un macartisme décomplexé ? C'est vrai, avant de parler du RN, c'est vrai qu'il y a cette stratégie des macronistes. Emmanuel Macron a commencé depuis un moment, de dire qu'en gros, le danger, il est chez LFI. Donc, de diaboliser cette partie-là. C'est un fonctionnement qu'a toujours eu Emmanuel Macron, de se battre avec un ennemi, et quel est le meilleur ennemi que je peux avoir en ce moment. Et donc, on voit bien cette stratégie d'aller dans ce sens. C'est un peu gros, les ficelles sont un peu grosses, ça peut fonctionner pour une partie de la population, parce qu'on sait que déjà, il y a un front anti-Mélenchon qui est quand même en train de s'organiser, parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, même si c'est adouci là, en vue des élections municipales et puis de la grande élection présidentielle, il s'est recalmé un peu. Quand même, il a provoqué la colère de certains, notamment avec toute sa stratégie électoraliste après le 7 octobre, orientée un peu vers les quartiers. Et on voit que ça lui a rapporté, je pense, en termes d'électorat, mais ça lui a aussi amené une colère et le titre il faut pas voter Mélenchon. Donc, je pense que, moi, je trouve que cet animal politique qu'est Jean-Luc Mélenchon, il jongle quand même pas mal bien avec tout ça. C'est ça qui est fou. C'est qu'à chaque fois, il sait quand est-ce qu'il faut calmer le jeu, reséduire un peu tout le monde. Souvenez-vous, 2022, même vis-à-vis des jeunes, l'écologie. Enfin, il y a une espèce de... C'est pas un caméléon, mais il arrive à avoir des humeurs différentes qui sont plutôt réussies. Jusqu'à quand ? En fait, la question, c'est jusqu'à quand
comment ce front anti-Mélenchon va s'organiser? Est-ce qu'il peut dépasser le front républicain anti-RN? C'est tout ça, c'est toute la question. Et c'est vrai que ce type d'événement, même si à mon avis, dans le temps, ça va pas entacher forcément la réputation de Mélenchon, il y aura des restes de ça, mais je suis pas sûre que ça se poursuive indéfiniment. Mais la question, c'est ça, c'est est-ce qu'il va toujours provoquer ce front anti-lui, ou est-ce que, avec la présidentielle arrivant, le danger du RN va revenir? C'est un peu tout ça on a du mal à sous-peser là, avec cet événement où on est globalement focus dessus, quoi, complètement. Il y aura des restes, Aurore? Bah, alors, en fait, c'est très difficile d'anticiper le comportement des électeurs. Je dirais à la fois des électeurs de gauche, en tout cas de ceux qui se reconnaissent comme tels, et aussi d'ailleurs à droite. En fait, je pense qu'il y a deux temps. Aujourd'hui, enfin, c'est terrible parce qu'encore une fois, voilà, tout le monde, enfin, quand je dis tout le monde, tout le personnel politique a semblé se dire ces derniers jours, quelle opportunité de tourner ça à mon avantage. Mais vraiment, enfin, je veux dire, ça se lit dans les talks très de immédiatement. façon mais immédiate. Et je trouve ça effectivement assez tragique. Et donc, pour l'analyser, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe à court terme. Et quand je vois hier la conférence de presse de Jordan Bardella, c'était bien hier, qui appelle très fièrement, là, avec son petit dossier bleu qui ressort de sa conférence de presse très satisfait d'avoir appelé au cordon sanitaire contre la France insoumise. Enfin, c'est un retournement de situation incroyable. C'est-à-dire qu'on a même à Jordan l'Assemblée Bardella nationale... dit l'extrême gauche a tué, Jean-Luc Mélenchon a des comptes à rendre. Oui. Il invite à mettre en place un cordon sanitaire contre LFI, qui est à ses yeux un mouvement politique aujourd'hui totalement sorti de la République. C'est ça. Et donc là, on a vraiment le retournement du stigmate. Enfin, on a Jordan Bardella qui jubile de pouvoir enfin avoir le sentiment, en tout cas, d'avoir refilé ce mistigris de la diabolisation que son parti, je rappelle, le Front National, qui s'est constitué précisément sur des groupuscules violents d'extrême droite. C'est la naissance même du Front National et qui ensuite il y a encore, enfin, on va pas, je veux pas faire les épiciers en comptant qui est le plus violent, etc. Voilà. Mais de donner comme ça, alors qu'il y a encore des groupuscules qui gravitent autour du Rassemblement national, mais effectivement il y a une communication du Rassemblement national extrêmement offensive contre ces groupuscules. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus trace, encore une fois, dans l'écosystème du Rassemblement national. Et donc là, voilà, c'est cette jubilation et c'est cette stratégie. Mais en fait, à qui s'adresse Jordan Bardella quand il dit ça? Il s'adresse à la droite traditionnelle, à LR et aux centristes, en leur disant « Nous sommes de droite comme vous. Allions-nous ». Donc, quelle perspective? Les élections municipales. Si le Rassemblement national réussit à établir ce cordon sanitaire, bien aidé, on a exactement le même discours tenu par Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, et même d'ailleurs par certaines figures du bloc central qui ont effectivement tapé très fort contre la France insoumise, mais n'ont pas dit d'ailleurs, même pas comme Emmanuel Macron, ni. C'était surtout ni LFI, ni LFI. Et donc, s'ils réussissent ce cordon sanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, dans l'entre-deux tours, on peut avoir des alliances d'union de la droite, de désistement ou de fusion même de listes pour empêcher la gauche de gagner. De façon très concrète, le Rassemblement national là joue une première carte qui est de gagner des villes éventuellement, de rentrer dans des conseils municipaux, même d'avoir quelques élus, c'est très pratique. Ça permet ensuite de pouvoir avoir des sénateurs, etc., de rentrer, de s'implanter localement. Donc je dirais que là, pour l'instant, il y a un discours de première... qui est premièrement à destination de la droite. En première intention. Oui. Moi, pour prendre la suite de ça, vis-à-vis de la gauche, moi, je pense qu'il y a une responsabilité de ces partis qu'on disait de gouvernement, qui pèsent plus grand-chose, mais qui pèsent en termes d'électorat quand même. On a quand même des gens qui ont voté Macron et qui étaient plutôt de gauche en 2017, qui sont peut-être un peu perdus par rapport à cette politique qu'a menée Emmanuel Macron, qui allait de plus en plus au fil du temps à droite. Donc on sent bien qu'il y a un espèce de potentiel d'électorat. Et on sent que ça va se battre un peu pour savoir qui récupère un peu ça après Macron. À droite, pareil, il y a la tentation du RN, mais il y a aussi au LR cette vigilance que si il se laisse aller à cette tentation, c'est la disparition des Républicains, du parti Les Républicains, forcément, puisque le RN pèserait plus et irait toujours plus loin. Et donc il y a une espèce de responsabilité de ces partis qui se sont réduits comme peau de chagrin, de revenir au devant de la scène, comme ils essaient de faire, pour redonner un peu de raison, et surtout ne pas
continuer à essayer de s'allier avec les extrêmes, s'il y a extrême au bout. Je prends un exemple, c'est vrai qu'à gauche, là, il y a certaines voix qui ont clairement dit « c'est fini, LFI, c'est fini », même si globalement, il y On aura va en sûrement des parler. alliances locales. Tu parles Euh, tu parles de François je Hollande. parle de François Hollande. Certains qui le disent un peu du bout des lèvres, comme Olivier François Faure. Hollande l'a pas dit du tout du bout des lèvres. Non, il Non, l'a mais il dit le très dit toujours. clairement hier matin, Il a il a pas dit changé. c'est terminé. Olivier Faure l'a dit un petit peu moins fort. Et ce qui est surprenant, c'est sur un tempo qui Et paraît peut-être et à pas inapproprié, mais enfin, qui est... Oui, puis en plus, il l'a fait très tardivement. Et donc, en fait, ça va éclaircir quelque part, ça va pousser ces partis-là à éclaircir leur jeu avec LFI. Et de la même façon, de l'autre côté, c'est pareil. Si les LR se prennent trop les pieds dans le tapis du RN, ils vont disparaître. Donc, ça va les pousser à se dire, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Si on s'allie trop, même localement, ça va commencer à se voir. Et il y a des gens qui sont vraiment contre ça. Donc, c'est un jeu à plusieurs bandes, quoi. Ça va vraiment impacter différents trucs. Mais moi, je trouve que si on essayait de voir les choses en positif, dans cette polarisation quand même des idées très fortes, bah oui, ces partis plus nuancés, plus modérés, ont peut-être une carte à jouer. Mais ça veut dire qu'ils se dévoilent complètement dans ces nuances qu'ils peuvent avoir. Et je ne sais pas s'ils sont encore complètement mûrs électoralement parlant, et puis même politiquement parlant. Dans le chat, French Onan, je prends toujours de temps en temps un comme désagréable. Ah oui. Franchement, le LFI bashing sur France Info, ça commence à bien faire. Alors là, pour le coup, je regrette. Il faut vraiment que tu nous réécoutes parce que je ne vois pas à quel moment on a fait du LFI bashing hors Melval. Du coup, je n'ai pas le sentiment. Dodo, ouais, tu non, voulais pas oui, réagir de à répondre. ce que Ouais, j'ai tout à l'impression fait. que tu me demandais la parole. Oui. Pardon. Non, en fait, moi, je pense Que tu peux prendre d'ailleurs de toi-même. Tout à fait. Non, mais en fait, sur la question de la droite, effectivement, ils ont pas intérêt à s'effacer complètement, mais je pense que les sondages, en tout cas, montrent que l'électorat de droite, il est mûr pour cette union des droites. Enfin, il ne voit plus le RN comme un danger, il voit davantage la France insoumise comme un danger. Et donc, s'il y a des désistements pour les uns et les autres, des accords électoraux, je ne suis pas sûre que cette petite frange qui reste encore dans les états-majors, en tout cas des républicains, qui sont plutôt contre, parce qu'eux ne veulent pas disparaître, effectivement, tout à fait, leur électorat est quand même un petit peu en décalage par rapport à ça. C'est-à-dire que ceux qui vont dire, voilà, moi je suis sur la ligne Chirac 2002, finalement, il n'y en a plus tant que ça. Et en fait, je trouve que ceux qui mettent effectivement le plus la pression pour dire à la gauche, PS et écologistes, rompez définitivement, fermement avec la France insoumise, aucun accord, etc., c'est surtout ceux qui veulent la voir perdre. Alors pour différentes raisons, mais on sait que dans certaines villes, déjà, il y a des accords qui existent, déjà des listes qui sont, qui sont de la France insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, pas unis partout, mais il y a des listes qui sont communes. Et il y aura probablement aussi des accords de second tour. Et ceux qui tapent le plus fort, c'est à la fois la droite, parce qu'elle se dit, tiens, on a peut-être une carte à jouer, parce que s'ils partent désunis, banco, pour nous, ça peut marcher. Là, typiquement, Paris, c'est le cas. Rachida Dati, sa seule chance, j'ai envie de dire, c'est si Sofia Chikirou fait un gros score et qu'elle se maintient au second tour. Dans d'autres villes, c'est pareil. Et du coup, je dirais que c'est pareil aussi à gauche, ceux qui se sont fait entendre le plus fortement et le plus radicalement, c'est des gens qui soutenaient de toute façon la séparation franche et radicale avec la France insoumise, mais déjà depuis très longtemps. Raphaël Glucksmann, qui n'a jamais voulu en entendre parler, François Hollande, qui effectivement joue sa carte social-démocrate, en essayant d'aménager justement cet espace central, de reprendre en fait un petit peu le centre-gauche qui a été chippé, si je puis dire, par la Macronie et ses descendants, et de le ramener dans le giron de la gauche, ou même Bernard Cazeneuve, qu'on a aussi entendu plus discrètement, mais enfin qui a aussi donné une interview pour dire qu'il fallait absolument cesser tout contact. Donc effectivement, mais en même temps, je reste, moi, quand même assez surprise qu'on puisse aussi fermement donner comme ça des consignes de tactique politique dans un moment comme ça. Enfin, si on y réfléchit bien, ça peut sembler quand même un petit peu hardi, en fait, d'aller aussi fort. Peut-être que le temps est quand même d'abord celui, je dirais pas du deuil, mais en tout cas d'une certaine retenue politique et d'une certaine hauteur par rapport à ce drame et ses conséquences.
Oui, je voulais revenir sur la critique là, Mm. sur LFI bashing. Moi, je On n'a pense pas fait de que LFI bashing, non, je trouve c'est que objectivement pas. moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une prudence. En tout cas, il y a Dans une le chat prudence à d'ailleurs, avoir. d'autres viewers ont dit qu'effectivement l'émission Oui, était équilibrée, je les en remercie. oui, et puis je pense que l'enquête fait son cours. Oui. Donc Mm. c'est vrai qu'il y a de la proximité avec des membres de LFI, des députés, évidemment. On n'a pas de lien direct, malgré ce que dit notre garde des Sceaux. On n'a absolument pas, et peut-être que jamais ne sera révélé de lien direct entre ce qui s'est passé et vraiment l'organisation du parti politique La France Insoumise. Moi, c'est ce que je pense, hein, sincèrement. Après, il y a en termes de communication, il y a quand même Jean-Luc Mélenchon qui joue un peu avec le feu en disant, en gros, c'est nos potes. Bon, on n'est pas d'accord avec leur mode Mm. d'action, mais c'est nos amis. Donc il y a quand même une stratégie voilà, de soutien derrière. Donc, Compliqué de tenir cette tension comme ça. moi, c'est difficile. Et puis je me dis, quel est Quel est l'intérêt l'intérêt, voilà. de marquer à ce point les choses? Parce qu'il aurait pu le faire plus légèrement. Et j'arrive pas, en fait, à savoir, est-ce que c'est pour se montrer, comme tu disais, Aurore, un Mm. peu buté et toujours très entier dans cette façon de mener la politique et de dire, nous, on est comme ça. Et on nous prend comme ça, et c'est pour ça qu'on peut réussir à changer les choses. Je pense qu'il y a de ça. Donc ça parle à des électeurs, ça parle à des citoyens, il y a quelque chose d'une intégrité, même dans le côté révolutionnaire, et c'est vrai qu'ils vont jusqu'au bout. Après, je suis un peu moins d'accord sur le fait que c'est tout le monde au même niveau. Moi, je pense que si aussi LFI a cette même voix pour défendre, y compris la jeune garde, c'est parce que le grand chef a dit qu'il fallait défendre la jeune garde. Et donc, tout le monde, une fois que Mélenchon a parlé, tout le monde fait ce que Mélenchon a dit. Et c'est toujours ce qu'on a vu dans la communication de LFI, quitte à ce qu'il y ait des malaises parfois dans leurs conférences de presse. Une fois terminé là-dessus, on va voir quelles sont... Et moi, je suis d'accord avec toi, Aurore, c'est un moment où on voudrait que ça soit un peu suspendu, qu'on puisse attendre l'enquête. Mais forcément, comme on est en période électorale, et en plus avec la présidentielle en ligne de mire, forcément, tout le monde y va de sa stratégie. Moi, j'ai l'impression que Bardella et cette précipitation, le sursaut, je ne sais plus comment il appelait ça, le sursaut contre l'extrême gauche, Ouais. bon, c'est toujours très contextualisé, hein, l'alternative, tout ça. Moi, ça me semble un peu bricolé, je sais pas comment dire. C'est un peu trop prémédité et trop rapide pour que ça soit vraiment pris au sérieux. C'est un peu flagrant, quoi. Alors après, ça marche toujours, hein, les grosses ficelles dans la communication, mais jusqu'où? Et puis, évidemment, avec tout ce que tu dis, Aurore, c'est-à-dire, si on gratte un peu, quand même, au Rassemblement national, c'est pas tout propre. Donc, attention, quoi, de jouer à ce jeu-là. Ils sont méchants, ils font de la violence. Si on nettoie pas sa porte avant, ça va être compliqué à tenir. Donc, je pense que ça va être compliqué de tenir ça. Et juste un dernier point, moi je suis pas d'accord avec toi, Aurore. Je suis pas sûre que LR, RN, électeurs, hein, je parle. État-major, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal, mais je pense que des électeurs aussi. Et je vais vous dire pourquoi aussi sur la partie économique. Est-ce que les LR seraient séduits par un RN qui Pas le même programme. est géré par Marine Le Pen ou un programme qui est géré par Bardella? C'est pas du tout la même chose. À la limite, Bardella, c'est plus LR compatible. Marine Le Pen, non, c'est social, c'est presque un truc de gauche qu'elle avait fait, en tout cas en 2022. Donc moi, je suis pas sûre que ça soit aussi rapide. Et malgré tout ce qu'on peut voir comme sondage ou quoi, je suis pas sûre que dans ces partis, les électeurs veuillent absolument que l'extrême droite arrive au pouvoir. Je suis pas sûre. Et ce front républicain qu'on dit toujours abîmé, mine de rien, une fois que les rideaux sont fermés dans les urnes, il existe toujours. Je reviens sur la question pourquoi cette stratégie aussi à la France Insoumise. Je pense qu'il y a l'idée aussi et la façon en fait, dont s'oriente le débat pousse dans cette direction, qui est de dire nous ne céderons pas un seul pouce de terrain aux fascistes. Voilà, c'est la raison d'être de la jeune garde, justement des antifas, c'est ce combat contre l'extrême droite, combat de toute façon qui est le grand combat théorisé par Jean-Luc Mélenchon. À la fin, il n'y aura que eux contre nous, c'est-à-dire l'effondrement de tout ce centre aujourd'hui qui occupe d'ailleurs un tiers de l'hémicycle, hein, mais de théoriser justement cet affrontement ultime. Et donc, si on ne cède pas un pouce face à l'extrême droite, eh bien, ça veut dire qu'on ne donne pas un millimètre de terrain à ceux qui veulent nous en remontrer, même sur la proximité avec la jeune garde. D'ailleurs, quand on essaie de comprendre
comment la Jeune Garde s'est retrouvée l'allié comme ça de la France Insoumise. C'est précisément cette volonté de Jean-Luc Mélenchon d'agréger, en fait, d'être le point de convergence de tous les mouvements, de toutes les nébuleuses même qui peuvent exister, de tous les mouvements construits ou moins construits, dans cette lutte finale, dans cet affrontement final contre l'extrême droite. Donc la Jeune Garde se retrouve à cette place-là. Précisément pour cette raison, et en plus avec un petit côté de jeunes révolutionnaires qui, je dirais, galvanise aussi un petit peu le vieux Jean-Luc Mélenchon, qui regarde avec appétit, en tout cas ses jeunes camarades, ça le réjouit, on le voit, et c'est pour ça qu'il en parle avec autant d'allant, et ce qui est effectivement difficilement compréhensible ou entendable dans d'autres parties de l'échiquier politique. Mais il y a un vrai rêve de jeunesse aussi, de nouvelle jeunesse dans cette transmission de la lutte. Et par ailleurs, sur la question aussi... j'ai oublié ce que je voulais dire, mince. Ça va te revenir. Ça va revenir. Sinon, j'ai plein de questions. Vas-y. Il y a 13 ans, c'est un militant de gauche de 18 ans qui m'aura pari sur les coups d'un néo-nazi, c'était Clément Méric, vous vous rappelez. On a 2 drames, et au final, peut-être que le constat que la pacification du débat public, c'est un total échec. Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce que ça peut changer, ou est-ce qu'on a cranté quelque chose ? Non, vas-y. Je sais ce que je voulais dire. Voilà. Je pense que, on a encore 30 minutes. mine de rien, Macron, en effaçant gauche-droite, il a fait quelque part, il s'est retrouvé avec des extrêmes, ou en tout cas avec des propos qui sont de plus en plus virulents. Donc on a un peu encore plus conflictualisé et polarisé les débats à l'Assemblée. C'est vrai que... Voilà. Après, c'est le reflet aussi de ce que souhaitent les Français, un mélange de plein de partis différents, et peut-être des propos plus clivants. Donc non, on n'y est pas, ça c'est sûr. Après, c'est pas nouveau. Je veux dire, au Parlement, on a vu, et même si on remonte dans l'histoire, des batailles même physiques. Je veux dire, ça existe et ça a toujours été là. Justement, c'est aussi le signe que la démocratie, que les propos se font. Simplement, quand on descend très bas, c'est au détriment du fond, quoi. De la Et du crédibilité politique du et- personnel Ouais, de la politique. crédibilité, et puis même du faire, parce que là, on a quand même passé une séquence, et on en a beaucoup parlé, budgétaire assez Vous longue. voulez qu'on reparle du budget ? Ah, Non, je plaisante. non. Mais on va bientôt, ça va Bien bientôt sûr. être pour 2027. Hein. Bien sûr. Mais en tout cas, on a eu toute cette phase-là qui empêchait un petit peu les autres textes. Là, on arrive à un moment où là, il y a la fin de vie qui passe, il y a des propositions de loi, là, je voyais au Sénat, sur les défaillances d'entreprises, sur les retards de paiement. C'est quand même des choses concrètes que vivent les gens aussi au quotidien. Et on a l'impression que... Et puis, il y a quand même les élections municipales qui aussi sont là pour répondre à des préoccupations quotidiennes proches de moi. Voilà. Et on a l'impression que tout ça prend le pas. Voilà, toutes ces questions de violence et comment les uns et les autres s'en saisissent et font des stratégies dessus. Du coup, on parle que de ça. Et on n'arrive pas, encore une fois, même si on parle plus du budget, à parler du fond et à essayer de construire quelque chose qui puisse répondre un peu à des attentes de citoyens plus concrètes, quoi. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que on a tellement attendu ce temps-là et pof, on retombe. Alors, il y a un coup, c'est l'international, parce que c'est vrai qu'on est en crise perpétuelle au niveau géopolitique. Un coup, c'est ce genre de crise, on n'y arrive pas. Après, vraiment sur les débats, je pense que c'est plutôt sain quand il y en a, mais il faut rester assez digne. Et puis après, sur ces événements tragiques, j'espère qu'un jour, oui, on ne mourra plus Enfin, je veux dire, on est en France, quoi. On est à notre époque, 2026. Mourir sous des coups parce qu'on pense différent de l'autre, c'est le Moyen-Âge, quoi. Alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire justement par rapport à l'extrême, enfin, à ce combat par rapport à l'extrême droite de la France insoumise. En fait, ça marche quand même bien, enfin en tout cas pas mal encore à gauche, de dire c'est l'extrême droite ou c'est nous. C'est-à-dire que quand vous dites, quand Jean-Luc Mélenchon, enfin la France insoumise dit ça à Europe Écologie Les Verts, enfin aux écologistes ou au Parti socialiste, forcément ils se disent attention, est-ce que par nos expressions, est-ce que si on les lâche, est-ce qu'on ne fait pas le fameux jeu de l'extrême droite ? Et ça prend encore. C'est-à-dire que demain, je pense que bon nombre de personnes qui disent même aujourd'hui on ne veut plus voter Mélenchon, les outrances, etc. Enfin voilà, ce peuple, je dirais, de la gauche social-démocrate qui a voté longtemps PS et puis qui a voté vraisemblablement Mélenchon comme c'était le candidat le mieux placé à gauche lors des dernières élections. Si vous lui dites demain c'est Mélenchon ou c'est Jordan Bardella, je pense qu'encore une bonne partie d'entre eux vont voter Jean-Luc Mélenchon.
ne voteront pas pour l'extrême droite et ils feront barrage. On parlait de ce front républicain qui a du plomb dans l'aile. Il n'a pas vraiment du plomb dans l'aile chez les électeurs de gauche. C'est évidemment à droite, il n'existe plus et au centre, il est mal en point. Mais à gauche, il existe encore. Le fait est que les électeurs de gauche représentent à peu près 20%, 30% max, enfin voilà, plutôt 20. Donc ça ne fait pas évidemment l'élection, mais ça compte quand même. Et d'ailleurs, quelque chose de très représentatif, Olivier Faure, donc, qui n'a pas réagi de façon très, très forte, justement. Un peu tardif aussi. Oui, mais il n'a pas dit grand-chose, ça ne me choque pas énormément, vu que tout le monde s'est précipité. Peut-être que tout le monde aurait dû peut-être attendre un petit peu. Mais donc, il fait ce billet de blog où il dit alors j'ai plus la formule exacte, mais en gros, il condamne évidemment la violence, d'où qu'elle vienne, de ces associations. Et là, il liste justement les groupements, la Jeune Garde, Génération Identitaire ou quelques autres. Il a supprimé, parce qu'évidemment, tout le monde lui est tombé dessus en disant « Mais comment, Olivier Faure, vous mettre sur le même plan les antifas et les FA, si je puis dire ?» Et il a modifié en s'en excusant. Et effectivement, je pense que pour les gens de gauche, il n'y a pas de signe égal entre la Jeune Garde ou les natifs, ou je sais pas, de l'Action française, enfin n'importe quel, les identitaires lyonnais. Il n'y a pas de signe égal. C'est-à-dire que même ce que dit Emmanuel Macron en disant j'invite à faire le ménage dans les rangs de l'extrême gauche et de l'extrême droite, ça c'est quelque chose qui à gauche n'est pas entendable de cette façon. C'est-à-dire que les gens vont dire mais attendez, il n'y a pas d'antifascistes, il y aura plus d'antifascistes le jour où il y aura plus de fascistes. Mais c'est pas quelque chose, enfin voilà, c'est pas la même chose. Il y a pas un signe égal entre les deux. Et donc effectivement, l'attitude finalement jusqu'au boutiste et radicale de la France insoumise, elle peut quand même marcher si je dirais la pression se renverse un petit peu, au lieu d'être seulement sur la France insoumise, elle est aussi dans le disant mais attendez, vous êtes en train de dédouaner totalement le Rassemblement national et de finir leur dédiabolisation. On est un petit peu sur cette ligne de crête. En tout cas, on voit bien qu'à gauche, on hésite. Sur la bonne distance. Alors évidemment, là-dessus, il y a toute la question évidemment des stratégies pour l'élection municipale, enfin les élections municipales et l'élection présidentielle. C'est pas risqué d'une certaine manière pour le RN de polariser ce débat? Il va pas se brûler les ailes finalement? Moi, je pense que c'est un peu risqué. Ça va appeler des imaginaires qui n'aient pas forcément envie de rouvrir. Je pense que c'est intéressant pour eux d'ouvrir ce côté. C'est vous qui prenez le mistigris et c'est pas nous. Mais d'y rester trop longtemps, je pense que c'est risqué. Et je pense qu'ils vont rapidement, après, naviguer sur d'autres thématiques. Forcément, c'est contextuel, ils vont profiter de ça. Et voilà. Non, je pensais aussi à la stratégie donc, de Mélenchon vis-à-vis du RN et la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis du RN. Quand même, si on fait un retour en arrière, ce président qui nous disait qu'il combattait le RN et que c'était sa première lutte, résultat... combien on a de députés RN à l'Assemblée, comment Bardella est monté sur un piédestal depuis... Enfin, c'est fou, quoi. Il leur a fait un... Et jouer sur... moi, ce qui me déplaît beaucoup aussi, c'est ce... Enfin, moi, j'en peux plus de cet arc républicain. Je fais partie de l'arc, je fais pas partie de l'arc. Alors, j'en fais partie à certains moments, mais j'en fais pas partie. Alors, je dis ça peut être le RN et LFI, quoi. Emmanuel Macron n'a cessé de jouer avec ça, en étant absolument incohérent, tout le temps. Il invite Jordan Bardella aux rencontres de Saint-Denis, vous vous souvenez, c'était un flop, les rencontres. Mais Jordan Bardella était arrivé comme une star, alors que quelques mois avant ou quelques mois après, je me souviens plus, il avait dit « Ah non, mais le RN n'appartient pas à l'arc républicain, tout comme LFI ». Il joue avec ça, et je trouve que c'est la même chose quand Laurent Nunez, là, demande à classifier LFI, alors ça va faire crier, mais LFI extrême gauche. Alors pourquoi il le fait maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit nous dire qui est bien pour voter et qui est pas bien. Enfin, moi, je trouve que ça, franchement, si des partis, et je le dis autant pour LFI que pour le RN, si des partis ont été élus, c'est qu'ils font partie de l'arc républicain, c'est qu'ils sont élus Enfin, je sais pas, ou alors j'ai un problème avec la constitutionnalité. Je comprends pas, moi, en fait, qu'on me dise pour qui je dois voter ou pour qui je dois pas voter parce qu'il fait pas partie de l'arc républicain, mais il a été élu en bonne et due forme.
je trouve que c'est vraiment... Et derrière ça, il y a forcément diaboliser les uns, diaboliser les autres. Alors par moments, je les diabolise, mais par moments, je les récupère parce que derrière, il y a un électorat qui m'intéresse. Donc c'est Macron, hein, c'est clairement ça. D'autres fois, je les diabolise parce que, comme ça, les gens de gauche... Enfin, franchement, moi, je trouve que ça devrait disparaître. Vraiment, c'est nul, c'est nul. Et là, que cette classification demandée là, par Nunez intervienne là, À maintenant... ce moment-là. Non, c'est mais le- franchement, on rigole, là. Enfin, moi, franchement, je suis outré. Je trouve que c'est lamentable. Je pense qu'il y a une stratégie, on verra, évidemment, mais ouais. Sur le côté, le centre, là, aujourd'hui, c'est Haro sur Mais LFI. c'est extrêmement dangereux Bah, comme il faut- stratégie. Puis c'est hyper riche. pouvoir, Hein. C'est hyper... Il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de contenu dans cette stratégie. Hein. C'est pas- on voit bien que là, il s'agit d'éliminer, en tout cas, le premier concurrent, de mettre aussi la gauche, de diviser la gauche, de la mettre un peu dans la panade pour essayer de changer le duel prévu, entre guillemets, du second tour, qui serait une sorte Bardella ou Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon, et de mettre, par exemple, Bardella face à, justement, Attal ou Édouard Philippe. Sauf que vous pouvez être sûr que si c'est ça, l'affiche du second tour, on verra revenir la diabolisation du RN. Bien Là, sûr. tout d'un coup, ils seront Bien plus sûr. fréquentables, ce seront plus le gentil Rassemblement national qui se plie au jeu démocratique, etc. On convoquera à nouveau les mannes du Front républicain. Et donc, tout ça a quand même quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ils réfléchissent. Et ce qualificatif extrême qui sert vraiment qu'à diaboliser l'adversaire sans qu'on cherche beaucoup à comprendre ce que ça revêt. Et d'ailleurs, je dis même sur la question de l'extrême droite. Aujourd'hui, on verra ce que présente le Rassemblement national, mais je ne suis pas sûre non plus qu'il coche tous les critères de l'extrême droite. Il y a des gens, des candidats qui sont d'extrême droite au Rassemblement national. Est-ce que c'est le cas de tous ? Est-ce que c'est le cas profondément du programme aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un grand côté, quand il est utilisé comme ça, qui vise aussi à encore être toujours dans cette logique de la diabolisation. Donc, moi, je pense que, en tout cas, sur le côté, on arrive aujourd'hui un peu à la fin d'un cycle. Peut-être un cycle qui a commencé sous François Mitterrand, justement, et qui avait construit un champ politique tel qu'il est aujourd'hui. Et avec justement le jeu d'en exclure forcément une partie. Pendant longtemps, ça a été l'extrême droite. Et là, on se retrouve justement à exclure la gauche. Et d'ailleurs, je dis la gauche à dessein. On voit bien que la question de la diabolisation de la France insoumise, elle se retrouve aussi très vite à toucher toute la gauche par contagion. On voit bien Rachida Dati, par exemple, lorsqu'elle s'adresse à Emmanuel Grégoire et qu'elle dit « Ah, mais vous avez été soutenu par la jeune garde lors des élections législatives. D'ailleurs, regardez sur votre acte, il y avait marqué la jeune garde. » C'est évidemment le même principe, toujours de déshonneur par association. On veut dire c'est toute la gauche qui finira peut-être par être emportée par ça même. Donc, il y a quelque chose dans cette diabolisation avec lequel, d'ailleurs, la gauche devrait faire très attention. Parce que je pense que certaines personnes aujourd'hui qui se disent on va aussi taper à fond sur la France insoumise pour essayer de se dégager, de ramasser nos billets et de faire vivre quelque chose, ils seront aussi... très rapidement, on voit bien qu'il s'agit, en tout cas pour une partie de la droite, de prouver en fait une sorte de violence ontologique de la gauche, etc. On l'a vu dans plusieurs expressions, qui est de dire, c'est la gauche qui est violente, c'est la gauche qui est totalitaire, c'est ce wokisme, un peu sur l'exemple de ce qui se fait, alors j'aime pas dire, les États-Unis, le Trumpisme, mais n'empêche qu'on voit quand même un petit peu. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que... Jordan Bardella, par exemple, serait bien avisé de faire attention avec ce qu'il plaide justement quand il parle notamment de mettre sous tutelle des universités qui seraient gangrénées par ce gauchisme. Ça peut faire penser, ça peut faire penser à des gens plutôt modérés à ce qui se passe avec Donald Trump aux États-Unis et leur faire peur et donc rediaboliser, si je puis dire, réduire à néant les efforts de dédiabolisation du Rassemblement national. Alors quand tu dis que le RN ne serait éventuellement pas d'extrême droite, ça a extrêmement fait réagir le chat. Ouais, parce que, et puis... c'est ton avis, le chat n'est pas d'accord du tout. Je suis pas trop d'accord non plus. Peut-être qu'il faut que tu développes ton propos.
Je veux. T'as le Agathe marxiste, par exemple, qui dit remettre en cause le fait que le RN est d'extrême droite. C'est pas ce que j'appelle une nuance. C'est le fait qu'il soit pour la préférence nationale, c'est anti-républicain. Alors, tout à fait. Mais je veux dire, ça, c'était dans les programmes du Rassemblement national. Est-ce que c'est aujourd'hui dans le programme qui sera présenté c'est aussi ce que proposent les Républicains. Et pourtant, les Républicains ne sont pas considérés comme étant d'extrême droite. Donc, la question de la préférence nationale, c'est une question qui est très intéressante. Il y a la gauche, il y a sous Mitterrand, alors ça, bien sûr, on aime bien ressortir, etc., mais proposer aussi qu'il y ait eu à un moment cette question que les allocations, justement, Familial oui, que tout soit social, que les aides sociales, oui. voilà, le mot me manque. Enfin bref, qu'une partie des aides sociales soit réservée aux nationaux. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas le principal marqueur de l'extrême droite, même si ça place évidemment un parti à droite de l'échiquier politique. Ce que je veux dire, c'est que quand on utilise absolument le terme d'extrême droite, je trouve qu'on est un petit peu aussi dans cette même logique, en fait, de coller une étiquette et sans parfois même discuter du fond. Je veux dire qu'à la fin, elle n'a plus le même sens et la même force. Exactement. C'est vrai que c'est plus difficile maintenant de leur dire, de prouver qu'ils ne sont pas d'extrême droite quand on regarde vraiment le cahier des charges de ce que c'est que d'être d'extrême droite. Par contre, il y a des éléments, pour moi, qui montrent clairement, et d'ailleurs, ils ont un petit problème, c'est que les brebis galeuses, là, qui devaient avoir disparu l'horizon... Elles n'ont pas toutes disparu. Elles n'ont pas toutes disparu, et on voit qu'au niveau des municipales, il y a encore beaucoup de ménage à faire. Donc ça veut dire que, quelque part, ce parti qui essaie de se ripolliner, pour reprendre une expression de Macron, ils ont du mal, ça craque à certains endroits. Moi, je pense que aussi ils sont passés d'un racisme à l'autre. Et il y a un racisme qui est, c'est horrible à dire, mais plus bankable aujourd'hui qu'un autre. C'est vrai qu'ils sont passés des juifs aux musulmans. C'est horrible à dire, mais c'est un peu ça. Il faut tempérer. Je tempère, c'est pas tout le monde. C'est pas dans la programmatique du Rassemblement national. C'est pas dans la programmatique, mais c'est quand même dans une espèce... C'est vrai que c'était un parti qui était vu comme très antisémite, le Front National, basé quand même là-dessus, et qui a ils ont participé à la marche contre l'antisémitisme, à se normaliser par rapport à justement cette vision-là. À l'inverse, on a quand même souvent une stigmatisation de tout ce qui concerne les musulmans, le voile. Je me souviens de Julien Audoul en virant une accompagnatrice scolaire qui faisait rien de mal dans l'hémicycle du Conseil régional. Donc voilà, il y a quand même ces transformations. Il y a des signaux, en effet, la préférence nationale, maintenant, tout le monde est souverainiste quasiment depuis le Covid et puis depuis la guerre. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par contre, c'est jusqu'où je vais dans la préférence nationale. Et c'est vrai que dans le programme, quand on lit, même s'il y a eu des mesures un peu de ce type-là, macronistes, qui avaient été retoquées, vous vous souvenez, dans la loi immigration par le Conseil constitutionnel, celles du RN, elles vont encore plus loin. Donc oui, moi je pense qu'il y a des signaux clairs que ça appartient à l'extrême droite. Non, c'est plus aussi efficace de lutter comme ça. Moi je pense qu'il faut plus lutter sur les idées globalement et sur les débats, parce qu'on voit qu'ils sont très vite à sec, que sur ça. Autre chose, moi je trouve que ça rejoint un peu ça, c'est très pauvre de baser toute sa stratégie, comme le fait Macron ou quoi, de dire « Ah, c'est les méchants, ah, c'est les méchants ». Enfin franchement, on est à un niveau de débat qui est gravissime de bassesse, quoi. Quand on pense qu'on a un pays qui est complètement désindustrialisé, quand on pense qu'on a une natalité qui est complètement en berne, je veux dire, on a des enjeux qui sont énormes. On n'a plus de voix au niveau géopolitique. L'Europe, on n'arrive plus trop à faire ce qu'on veut. Enfin, on voit bien que l'Europe, elle est un peu malade, quoi. Donc, on a énormément d'enjeux. On a beaucoup d'atouts aussi. Et au lieu de s'occuper de tout ça, on dit « Ah, c'est les méchants, donc votez pour moi ». Enfin, franchement, je pense que Macron, il ne s'était pas présenté comme ça au départ. Moi, je me souviens très bien que c'était aux élections européennes de 2019 où il a organisé ce combat contre le RN et il n'a plus lâché cet argument-là. Et la pauvreté, quoi, des propos politiques à partir de ça. C'est probablement efficace en termes électoralistes, mais c'est d'une pauvreté, ça fait pitié, franchement. Mesdames, il nous reste un peu moins de 13 minutes. Est-ce que nous ne parlerons pas des municipales puisque les municipales, c'est quasiment demain. Ouais. On est à moins du scrutin, prévu pour les 15 et 22 mars. Les candidats à la mairie de Paris peinent un peu à s'imposer sur des sujets locaux. Il n'y a pas vraiment de dynamique.
Et pourtant, c'est quasiment demain. Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi il nous manque une dynamique? Bah, déjà, on le disait, hein, il y a l'international qui a quand même pris beaucoup, Trump, il nous préoccupe beaucoup, hein, et c'est difficile de pas surréagir quand Trump prend la parole. On est complètement. Il y a eu ensuite ces événements-là qui prennent le pas. Après, moi, je pense que ça ne veut pas dire qu'au niveau local, ça débat pas. Il y a des préoccupations, j'ai vu notamment au niveau de la sécurité, qui prend le pas dans quasiment, tous les débats, hein, dans les C'est ce que grandes disent villes les comme dans sondages, les petites effectivement. villes, les sondages montrent Mhm. ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a pas de débat au niveau local, mais ça s'impose pas, au niveau national. J'allais dire que dans les médias, relayés national, c'est vrai que ça prend pas. On réduit ça souvent, aux guéguerres justement dont on parle là, LFI, qu'est-ce qui va se passer sur les villes par exemple comme Marseille où le RN, caracole de manière inquiétante, LFI qui fait cavalier seul, et du coup qui Inquiétante pour ceux qui ne fragilise. votent pas pour le RN. Comment? Inquiétante pour ceux qui ne votent pas pour le RN, donc. Tout à fait, tout à fait. Je mets de la mesure dans Non, ce que oui, nous oui, disons, oui, nous vous sommes avez raison, scrutés. t'as raison. Donc on voit que ce qui ressort au niveau national, c'est ces guéguerres-là, et voir qui prend. Est-ce que le RN arrive à prendre des grandes villes? Est-ce que LFI va saboter le PS au passage? Et c'est vrai que du coup, on a du mal, hein. Et puis globalement, encore une fois, c'est peut-être mon coup de gueule du jour, mais on a du mal à parler des préoccupations concrètes des gens. Mais c'est terrible parce que, enfin, au final, c'est ça que la politique est censée faire. C'est Ou elle est portée, en tout cas, certainement. comment? Ou elle est Elle est portée, portée, elle est certainement. portée. Après, ça ne veut pas dire qu'on fait pas. Et les maires, je pense, s'activent énormément, parfois pour 3 sous, sur des choses très concrètes. Mais on a du mal, oui, on est dans une politique très politicienne et peu, en tout cas dans les propos et dans la façon de les porter, peu axée sur les préoccupations concrètes des gens, quotidiennes. Aurore. Oui, après, moi, je suis pas très surprise. Enfin, je pense que les élections municipales, ça se passe souvent dans les derniers moments. Enfin, les gens s'intéressent globalement au programme dans les 15 derniers jours. C'est des élections aussi qui sont très locales. Oui. Enfin, globalement, les gens, ce qu'ils ont envie, c'est que pourquoi il y a un dépôt d'ordures à Nous l'angle permet de de mon... construire, des choses comme ça, quoi. Voilà, enfin, je veux pas dépolitiser parce que dans les grandes villes, il y a des gros enjeux politiques. Et puis, je pense que Après. si on parle de Marseille, si on parle de Paris, évidemment que... Et d'ailleurs, même dans la perspective si jamais il y avait une victoire du Rassemblement national, justement, à l'élection présidentielle, je pense que beaucoup de gens, en tout cas à gauche, conçoivent et concevraient les métropoles comme étant des bastions de résistance à la politique qui serait menée nationalement. Et c'est vrai que les municipalités, encore plus les agglos, les métropoles, ont des grosses compétences, peuvent faire des choses. En dehors, je dirais, de leurs compétences restreintes, enfin, sur l'organisation de la ville et les budgets de fonctionnement, mais il y aurait peut-être des choses qui pourraient être redistribuées. En tout cas, essayer d'organiser une résistance, ce ne serait pas très facile parce qu'elles tirent quand même une grande partie de leurs subsides de l'État. Donc ça poserait aussi des problèmes et ce serait, je pense, assez compliqué. Enfin, voilà, je ne veux pas imaginer de scénarios fiction par rapport à ça, mais je pense qu'il y a évidemment cette question, en tout cas pour des métropoles comme Paris, comme d'autres. Mais effectivement, qu'est-ce que c'est une campagne municipale? De quoi on parle? Comment, globalement, c'est bien vivre dans sa ville. Donc, soit il y a des enjeux très précis que les gens vont porter, soit sinon, c'est vraiment dans les derniers mètres. Enfin, les électeurs, je pense que les citoyens ne conçoivent pas les élections municipales comme nous, journalistes. On les regarde pour scruter les rapports de force. C'est des choses qui vont être très locales. Après, ça nous dit globalement un paysage de la France. Certaines élections vont être beaucoup plus politiques que d'autres. Mais on sait que parfois, des maires ont perdu ces élections-là à cause d'un projet, d'un tram qui a mis trop de temps à se construire. Et pas du tout parce que tout d'un coup, toute la population serait devenue ou de droite ou de gauche. Alors plutôt, si c'est un tram qui se construit, c'était plutôt la gauche qui les avait construits. Mais voilà. Donc, moi, je ne suis pas très surprise que ça mette longtemps. Je pense qu'en plus, dans la période dans laquelle on est, effectivement, c'est éclipsé par tellement de choses que les débats municipaux. Mais encore une fois, même prenons la question de l'armement de la police municipale. On peut essayer de lancer des grands débats, de voir comment ça se passe à travers la France, mais
de fait, c'est plus tout à fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de maires qui ont fini... Enfin, on a des maires de droite alors qu'ils en ont fait un argument électoral très fort en disant, regardez, ici, la délinquance ne passera pas, on a armé notre police municipale. Vous avez des maires de gauche qui, de l'autre côté, disent non, justement, idéologiquement, il n'est pas question de faire que notre police municipale se fasse le substitut d'une police nationale sous-dotée, en sous-effectif, etc., qui n'arrive plus bien à exercer ses missions. Et d'autres qui disent, bon, bah, un petit peu de guerre lasse, on a fini par les armer, parce que c'est une demande, d'ailleurs, d'abord des agents, qui sinon ne viennent pas travailler chez nous parce qu'ils peuvent avoir de meilleures conditions de travail ailleurs avec des armes, etc. Donc vous voyez, ça revêt, je dirais, des cas de figure très différents qui nous disent pas grand-chose en fait sur des clivages politiques et sur des attitudes au global par rapport à ce qu'on pourrait considérer, en tout cas nous, je pense, journalistes, comme des sujets de société. Alors dans le chat, je ne sais pas d'où vous venez, mais peut-être que parmi vous se trouvent quelques Parisiens, il y en a quelques-uns en France. Après, on n'a pas l'impression qu'il y a de programme contre programme. On parlait des localités plus locales, donc, des plus petites villes. À Paris, pas tant que ça, en réalité. De divergence. Est-ce qu'il y a de grands débats programmatiques? Alors, les différences. C'est à la Il y marge. a des outsiders qui proposent des choses un peu. Si on prend le cas de Paris, il y a Sarah Knafo, il y a Sarah par Knafo, exemple, oui. qui, sur les berges, donc de remettre des voitures, des caméras partout, de l'IA partout pour sauver les femmes des agressions, des choses comme ça. Donc il y a un peu des idées, mais j'allais dire c'est presque un peu populiste et un peu pour parler très fort parce que c'est une outsider. Donc, et globalement, ça lui réussit assez bien parce qu'elle monte quand même pas mal dans les sondages. Mais globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de différence. Et comme vient de dire Aurore, par exemple, sur la police municipale, armée ou pas, on sent qu'il y a une espèce de convergence, pas sur tous les partis, quoi, mais je pense que les idées, elles sont plus locales. Comment je réponds à des demandes particulières par rapport à des territoires, comment je les rends attractifs pour accueillir plus de personnes et pouvoir avoir plus d'infrastructures publiques, des choses comme ça qui sont très concrètes, quoi. Donc voilà. Après, moi, je pense qu'il y aura des enseignements quand même. C'est vrai que nous, on a un prisme différent, mais il y aura quand même ces enseignements et je pense que les gens l'attendent sur les rapports de force, justement. LFI, est-ce que LFI empêche la gauche? Est-ce que les écolos qui ont eu ces grandes métropoles restent à la tête? Est-ce que leur bilan est porté et positif ou est-ce qu'au contraire, c'est ça qui va être intéressant et peut-être que ça va nous donner un peu, on aimerait bien nationaliser ces résultats pour avoir un peu des indices sur ce que va être la présidentielle en 2027. Mais je pense que quand même, il y aura quelques indices, il y aura quelques enseignements qui vont nous mettre un peu sur la voie des rapports de force. On l'a toujours dit, par exemple, les macronistes ont très peu d'ancrage local. C'est pas demain qu'ils vont en avoir, et je pense qu'ils vont être un peu gênés là-dessus aussi. Les LR et le PS, enfin les LR et la gauche, a toujours eu beaucoup d'élus le locaux. LR, on n'en presque plus à cause d'Horizon, Oui, quand même. qui a raflé la mise, mais on voit que ça va donner un rapport de force qui sera un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Donc ça va nous donner quelques indices. Ouais, c'est surtout que le corps électoral au municipal n'a pas été testé en fait véritablement depuis 2014, parce que même si 2020, la campagne s'est déroulée au début assez normalement, mais ensuite évidemment il y a eu un second tour en juin, alors que le premier tour avait eu lieu en mars. Enfin bon, ouais, donc évidemment avec une très forte abstention à cause de la crise sanitaire. Donc c'est vrai qu'il y a des choses. Après, moi je relativise quand même. Ça ne voudra pas dire grand-chose en soi, enfin de la capacité des gens, par exemple, à voter écologiste à une autre élection. Si les écolos perdent leur ville, si Pierre Urmic la conserve à Bordeaux parce que il a ajusté, je dirais, son programme pour correspondre justement à une sociologie bordelaise qui n'est pas de gauche écologiste. Et ça veut dire qu'il a peut-être bien compris sa ville, entre guillemets, pour pouvoir rester au pouvoir, alors que dans d'autres villes, ça a été plus difficile, et pas seulement d'ailleurs de la faute du maire. Enfin, à Lyon, voilà, il y a aussi à chaque fois des contextes locaux qui expliquent des choses. Donc c'est vrai que de dire, en tout cas, c'est sûr que la question de est-ce que la France insoumise peut faire perdre la gauche quand elle est divisée, c'est sûr que ça va peser. Parce qu'effectivement, je reviens à la question de la différence des programmes. Il y a des nuances à gauche entre, par exemple, évidemment, le programme de Sophia Chikirou et celui d'Emmanuel Grégoire.
on peut pas non plus dire que c'est radicalement différent. Vous avez un programme qui effectivement va plus loin sur un certain nombre de marqueurs de gauche, qui est un programme plus social, plus tourné justement vers les habitants les plus populaires. Un autre programme qu'on pourrait qualifier un peu plus de gauche urbaine, mais qui reste un programme de gauche. Et d'ailleurs, et c'est là où je pense quand même qu'il y a un certain nombre de grandes différences avec le programme de Rachida Dati, même si elle ne s'exprime pas de la façon la plus spectaculaire, contrairement à ce qui avait eu lieu en 2020. Vous vous souvenez, c'était l'époque où Rachida Dati critiquait vertement les pistes cyclables en disant « Ah, vous vous réveillez un matin et hop, vous trouvez en bas de chez vous une piste cyclable. » Bon, ça, c'était un peu Rachida Dati 2020. C'est pas Rachida Dati 2026. Elle a effectivement beaucoup, en tout cas, la question de la piétonisation, des voies pour vélo, à part quelques axes où elle dit voilà, on va changer parce que ça se passe trop mal, mais elle a lâché l'affaire. Et donc, ça rend effectivement le programme de Sarah Knafo, tout d'un coup, qui arrive avec un projet pompier de voies sur berge, un peu farfelu quand même quand on voit le coût qu'elle a chiffré, qui semble assez peu probable quand même. Enfin, Sarah Knafo, vraiment, elle a fait une campagne pour les médias et pour les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui a très bien marché. Alors, elle a... je ne sais pas ce que veulent dire les sondages véritablement pour Reconquête. Je me souviens d'Éric Zemmour qui était donné quand même très haut, alors qu'il a perdu des points sûrement à cause du contexte international, etc. à l'époque, mais quand même qui était très haut. Donc, on verra dans les urnes. Mais en tout cas, elle a fait une campagne très efficace sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias traditionnels. Je veux dire, elle a eu quand même énormément justement d'invitations pour pouvoir développer ses propositions un petit peu choc. Je pense que je pense que Sarah Knafo, elle se sert des municipales en rampe de lancement pour la suite. Et c'est plutôt réussi parce qu'elle incarne plus une espèce de droite que Zemmour, qui est tout de suite identifié beaucoup plus extrême. Mesdames, il est 17h59, passé le 42 secondes, c'est l'heure du mot de la fin ou celui de la suite, de manière très concise. Aurore Malval. Plus ou moins concise. Non, plus ou moins concise. Non, mais peut-être je redis un mot sur la question de l'extrême droite pour que mon propos soit bien clair. Je pense que ce que je voulais avant tout dire, c'est que lorsqu'on qualifie quelque chose d'extrême, c'est bien souvent pour s'éviter le débat et justement la confrontation d'idées, de savoir en quoi précisément, de quoi on va parler. Et donc ça, je pense qu'effectivement, ça vaut autant à droite qu'à gauche. Merci, si on est honnête, on le dit dans les deux cas. Merci Aurore. Émilie. Moi, ça serait plutôt sortir de ce débat de diabolisation d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est assez vain et voilà, c'est stratégique, mais c'est vain. Donc qu'on sorte de ça, qu'on reste prudent sur toutes les accusations et tout ça, qu'on laisse l'enquête se faire et puis qu'on avance sur du contenu un peu. Merci Émilie Zapalski, merci Aurore Malval. Il est 18h, passé de 38 secondes. Merci d'avoir répondu aux questions du chat, à mes quelques questions, mais pour l'essentiel, vous vous êtes posé les questions vous-même et je sais très bien. Dans le chat, vous restez avec nous. On se retrouve dans 2 minutes, le temps d'un changement de plateau pour accueillir nos 2 prochains invités. On va parler d'épidémies qui tuent et de France qui se désengage. Le temps revient dans un instant, vous ne bougez pas, à tout de suite. 18h08, passé de 2 secondes. Merci d'avoir patienté. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 19h avec vos questions dans le chat et un deuxième thème qui va nous frotter les neurones pour une petite heure. On va parler épidémie, prévention et gros sous. Des gros sous qui pourraient manquer pour sauver des milliers de vies partout dans le monde, alors qu'on apprenait la semaine dernière que la France va réduire de 58%, soit près d'1 milliard d'euros, sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Est-ce que c'est une économie raisonnable? Peut-être pas. Est-ce que c'est une économie justifiée par l'austérité? Ou est-ce que l'austérité a bon dos, alors que ce faisant, nous préparons peut-être une dette sanitaire pour demain? Il est 18h passé de 8 minutes et 35 secondes. On peut donc dire bonsoir sur France Info. Bonsoir, Maïk Urgent. Bonsoir. T'es présente, la directrice du plaidoyer de WAN. C'est quoi WAN? WAN, c'est une ONG internationale qui lutte pour renforcer la santé mondiale et les opportunités économiques en Afrique. On a été créé au début des années 2000 par Bono, le chanteur de U2. Voilà, c'était un moment où il y avait une forte mobilisation internationale autour de la question du VIH. Et donc, on est là pour rappeler de ne pas gâcher un peu tous les progrès qu'on a fait depuis le début des années 2000 sur le sujet. À tes côtés, Vincent Leclerc. Salut Vincent. Salut. Tu es directeur général de Coalition Plus. Qu'est-ce que c'est Coalition Plus? Coalition Plus, c'est une ONG qui rassemble des associations de lutte contre le sida dans 55 pays. On représente les personnes vivant avec le VIH et les organisations qui luttent au quotidien pour la prévention et l'accès au traitement. Alors justement, la France, donc je me répète un peu, mais c'est pour, on a introduit notre sujet. La France va réduire de 58%, donc c'est près d'1 milliard d'euros, sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La participation de l'État français pour la période 2022-2025, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, c'était 1,6 milliard d'euros.
Avec cette baisse, on s'engage ainsi à donner 660 millions d'euros, c'est quasiment 2 fois moins pour la période 26-28. Il s'est passé quoi? Qui se lance? Oui, Bah, je peux je commencer, t'en prie. tu compléteras. Bah, en fait, on est dans un moment international très compliqué sur la question de la solidarité internationale. Donc, depuis l'année dernière, on voit de nombreux États qui se retirent de cette politique qui, pour nous, est cruciale. Après, on a une question en France quand même parce que les financements globaux, ils diminuent. Mais en France, on remarque qu'en fait, la santé est particulièrement touchée. Et ça, c'est très étonnant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, c'est un domaine quand même dans lequel où on sait que ça marche. Le Fonds mondial, ça marche. Ça a été créé dans les années 2000 et depuis, on a réussi à sauver 70 millions de vies. C'est peut-être vaporeux pour pas mal de gens qui nous Ouais. écoutent, qui nous regardent. C'est quoi le Fonds mondial? Le Fonds mondial, c'est un fonds qui rassemble des donateurs, des États donateurs, des fondations privées qui donnent de l'argent pour payer les traitements antirétroviraux, la prévention, les médecins dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. C'est ça qui a sauvé 70 millions de vies depuis 2002. Et pour réagir à l'annonce du gouvernement français, c'est la douche froide. Moi, je suis sidéré par cette annonce. Je travaille au quotidien avec des personnes qui proposent du dépistage sur le terrain, de la prévention, qui vont dans des camions amener la prévention, des médecins qui font la prise en charge des femmes, des bébés, des personnes vivant avec le VIH. Ces gens-là dépendent de ces financements internationaux et du Fonds mondial notamment, dont la France était le deuxième donateur. Et ces gens-là sont sidérés aujourd'hui. Ils ne savent pas demain comment va être possible de continuer leur travail qui, encore une fois, a permis de sauver des millions de vies. Oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est un vrai problème parce qu'on coupe dans la santé, mais en fait, on sacrifie des vies humaines. Parce qu'en fait, derrière la santé mondiale, c'est des gens qu'on aide, c'est des traitements qu'on distribue. Donc, tu l'as dit, la contribution précédente, c'était 1,6 milliard. Ça permettait de soigner 2 millions de personnes. Donc, si on coupe de 50%, ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes demain qui sont sans traitement. Et aujourd'hui, quand on est atteint du VIH, de la tuberculose et du paludisme et qu'on n'a pas de traitement, on ne peut pas survivre. Et on meurt. Et oui, voilà. Peut-être qu'on peut faire un petit point de situation. Est-ce que le VIH aujourd'hui est sous contrôle au niveau mondial ou est-ce que la situation est fragile? Vincent, peut-être? On pensait encore C'est fin ce qu'on a dit, 2024. c'est ce qu'on a dit à un moment en réalité, Ouais. que l'épidémie était sous contrôle. C'est Et, plus le cas. et c'est pas totalement faux, et c'est pas totalement vrai. Si on était en train d'échanger fin 2024, on se serait dit, on est bientôt à la fin de l'épidémie de VIH. On pensait que pour 2030, il était possible d'enrayer les nouvelles infections VIH. On était très optimiste. On est dans un moment fascinant de la lutte contre le VIH. On a des nouveaux outils de prévention. On pourra en parler tout à l'heure. Donc fin 2024, on était très optimiste d'en finir avec le VIH. C'est vrai que c'est une épidémie qui a marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a toujours 41 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Il y a encore 1,3 million d'infections chaque année, mais on a la possibilité d'avoir ces nouveaux outils de la PrEP, de prévention, qui permettent de protéger les personnes contre le risque de contracter le VIH. Et il faut la déployer massivement. Malheureusement, depuis début 2025, on accumule les mauvaises nouvelles avec les fonds américains qui ont été gelés, avec des politiques régressives sur les droits humains. Et là, ces nouvelles annonces, début 2026, de baisse de financement massif sur le VIH, on est inquiet. Tout cet écosystème qui était bien, qui permettait de contrôler l'épidémie, aujourd'hui, il est fragile. Demain, on ne sait pas si on va avoir la possibilité de continuer l'accès aux traitements antirétroviraux pour des personnes vivant avec le VIH, alors même qu'on était optimiste sur la fin de l'épidémie pour 2030. Non, c'est vraiment une catastrophe. Où est-ce qu'on observe des signaux de reprise? Alors, on a des foyers où il y a... Quelles sont les populations? Alors, je ne sais pas on si a c'est des ma question. géographies et des populations. C'est-à-dire qu'on a des zones du monde, Asie du Sud-Est, Afrique centrale et du Sud, Amérique latine, où on constate un regain de l'épidémie de VIH, donc une incidence qui augmente, toujours plus de cas chaque année, alors que dans d'autres régions du monde, on a eu des très beaux succès avec presque l'élimination des nouvelles infections. Après, c'est vrai que ça continue de toucher des populations qui sont précarisées, qui sont vulnérables, des femmes isolées, des femmes victimes de violences sexuelles. On a les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes qui sont très souvent pourchassés, stigmatisés. Les usagers de drogue, n'en parlons pas, qui sont souvent exclus des systèmes de santé et n'ont pas accès à la prévention. C'est quoi le rôle très concret du Fonds mondial dans la réponse VIH?
Mais peut-être. Alors oui, le Fonds mondial, en fait, c'est... On va faire des allers-retours entre nous deux. plusieurs tiroirs et entre vous deux. Pas de problème. Le Fonds mondial, en fait, c'est un fonds qui finance les associations locales sur le terrain, les experts sur le terrain. Donc c'est un partenariat, en fait, entre les pays qu'on dit développés, les pays en développement, le secteur privé qui possède une partie de la solution, les communautés locales, la société civile. Et l'idée, c'est en fait d'agir comme un catalyseur des financements. On regroupe tous les financements, on regarde où sont les meilleurs besoins, on les a là où il faut, et on se base sur les expertises locales pour aller toucher les communautés les plus reculées, celles qui sont le plus dans le besoin. Donc voilà le rôle du Fonds mondial. En fait, ça a un effet d'entraînement parce que, si vous voulez, il y a plein de pays qui contribuent en fait, au Fonds mondial. Et donc là, le fait que la France se retire, et je tiens à dire que la France, c'est vraiment le pire pays du G7 sur ce sujet-là. Donc, c'est le pire pays parmi les pays les plus riches du monde en ce qui concerne les coupes. Et donc, du coup, ça envoie un très mauvais signal au monde entier, à la communauté internationale, aux autres pays donateurs. Donc, heureusement, elle n'a pas été suivie pour l'instant, mais en fait, on a très peur de ce qui va arriver ensuite, justement parce que c'est un partenariat. Et quand il y a un des partenaires qui se retire, qu'est-ce qui va advenir du partenariat ? On ne sait pas trop. C'est qui le plus gros partenaire ? Le plus gros partenaire, c'est les États-Unis. Ou alors c'est qui le deuxième partenaire ? Le plus gros partenaire ? Non, c'est nous. En fait, c'est les États-Unis et juste après, c'est la France. Et donc, aujourd'hui, quand même, c'est assez choquant, mais il faut dire que la France fait pire que les États-Unis sur ce sujet-là. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est le cas. Et on est le deuxième plus gros partenaire. Donc, vous l'avez dit, couper de 50% des financements pour le Fonds mondial, c'est énorme. Il y a des tas de questions dans le chat. On n'est pas obligé d'y répondre immédiatement, mais peut-être qu'on y répondra au fur et à mesure. Alors, Michael Cull pose une question. Je ne sais pas si on pourra vraiment y répondre. Ça ferait peut-être l'objet d'un autre stream. C'est quelles maladies ressurgissent alors qu'on les pensait éradiquées ? Alors, il n'y a pas de virologue ou d'épidémiologiste ici. Si vous avez un avis sur la question, on peut documenter. Allons-y, mais ça sort peut-être de notre thème. Et j'y vais dans la foulée. Bandini qui dit, mais ça, vous pourrez répondre, comment les États, et puis moi j'y ajoute, mais comment la France justifie ces réductions. Et Stiofan dit, c'est qui le plus mauvais payeur au niveau des partenaires ? Car les partenaires promettent, mais ne payent jamais. C'est pas tout à fait vrai. Sur les maladies, je te laisserai répondre, peut-être. Vous pouvez choisir votre question. Ok, ça marche. Non, déjà, on a des grandes pandémies qui ne sont pas terminées. Le VIH, malaria, paludisme. Donc ça, on doit rester mobilisé. Et ce n'est pas une question que de solidarité internationale, c'est une question de sécurité sanitaire pour tout le monde. C'est pour ça que les pays du G7 se sont engagés dans le financement de la lutte contre ces 3 pandémies. C'est parce que ça touchait tout le monde et qu'il y avait un intérêt aussi pour les pays donateurs de protéger leur population. Ne l'oublions pas. Ce n'était pas juste de la solidarité. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement dans ce. Après, oui, avec le dérèglement climatique, aujourd'hui, on est face à l'émergence de maladies infectieuses nouvelles ou qui reviennent. Et donc, on s'attend à ce que le 21e siècle soit un siècle marqué par régulièrement des nouvelles pandémies. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler sur la sécurité sanitaire. Et le VIH est un laboratoire de la sécurité sanitaire. C'est un laboratoire de la surveillance épidémiologique. C'est un laboratoire de comment on construit de la prévention, des centres de santé de proximité, de la confiance dans les produits de santé, comme les traitements, les vaccins, les outils de prévention. Et donc, d'ailleurs, tous les experts, on l'a vu pendant le Covid, tous les experts venaient du VIH. Donc, on est vraiment sur un laboratoire qu'il faut continuer d'alimenter, et parce que c'est ce laboratoire-là qui nous permet d'affronter le 21e siècle, le siècle des épidémies. Oui. Moi, j'ai envie de répondre à la question comment la France justifie ses coupes. Oui. Malheureusement, je n'ai pas vraiment la réponse. Donc, nous, ce qu'on entend, et on le sait. Parce que vous leur avez demandé, certainement. Bien sûr, on a eu beaucoup de rendez-vous. Nos ONG font du plaidoyer. Donc, on a eu des rendez-vous avec l'Élysée, avec Matignon. Voilà, ça monte très haut. Ce qu'on nous dit, nous, et ce qu'on voit, bien sûr, c'est qu'on a un déficit public qui grandit et que donc, il y a une nécessité de maîtrise des finances publiques. Voilà. Et donc, ce à quoi vous répondez. Non, mais en fait, ok, très bien, les différentes missions de l'État, donc le budget est coupé. Sauf qu'en fait, bien sûr, il y a des budgets qui sont plus coupés que d'autres. La solidarité internationale, c'est le cas, alors que c'est un tout petit budget. En fait, c'est 0,5% du budget de l'État aujourd'hui, et c'est celle qui est massivement coupée, beaucoup plus que les autres. Après, il reste quand même une question, c'est, et là je compare avec les autres partenaires, les autres pays donateurs, pourquoi est-ce que nous, en France, on a décidé de couper davantage la santé ? Quand on sait que derrière, c'est des vies humaines, et quand on sait que derrière, ce sont les programmes justement qui fonctionnent le mieux, parce qu'on a ces chiffres d'impact de vies sauvées. Alors que nos partenaires, par exemple les Américains, par exemple les Britanniques, eux, ils réduisent aussi leur financement solidaire. Par contre, la santé est priorisée au sein de ces coupes. Et là, on n'a pas la réponse. Nous, ce qu'on comprend, vraiment, ce qu'on essaie de lire entre les lignes de la part du gouvernement, c'est en fait la question des malades. C'est plus une priorité aujourd'hui pour nous.
C'est pour ça que c'est davantage coupé. Euh, on se demande, parce que voilà, on se dit que le président et le Premier ministre sont bien sûr très occupés. On se demande s'ils ont bien regardé ce qui se passait dans le budget de la France. On espère qu'ils n'ont pas eu le temps de se pencher sur la question. Parce que là, clairement, il y aurait une approche politique très différente au budget qu'on a aujourd'hui si on se disait que la priorité, c'est de sauver des vies humaines. Alors, deux questions, une très précise et une que j'allais vous poser. Je commence par celle que j'allais vous poser, mais bien après, mais posons-la maintenant. C'est Ital qui la pose. Est-ce que vous avez de possibles nouveaux moyens pour pallier ce manque financier futur? Et Dabouki dit, alors d'un point de vue capitaliste et cynique, est-ce que certaines entreprises pharmaceutiques ne seraient pas gagnantes? Est-ce qu'il reste un vivier de patients malades suffisant pour continuer de vendre leurs traitements? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur des choix politiques? Bon, c'est ce que pense Dabouki. On peut lui répondre aussi, mais on peut aussi répondre à ma question à moi. Quelles sont vos autres possibilités? Où est-ce qu'on va chercher des moyens? Voilà. Ouais, je peux commencer Si sur la les... France se désengage, c'est quoi vos options? Je t'en prie, mais... Je peux commencer. Alors déjà, au niveau de la France, il y a quand même des solutions. La France a un fort héritage humaniste qui s'appelle les taxes solidaires. Donc en fait, on a 2 présidents de la République, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui ont compris que en fait, ce budget-là, c'était un budget qui était souvent ciblé quand il y avait besoin de faire des coupes. Et qui se sont dit, en fait, est-ce qu'on ne ferait pas une petite poche budgétaire séparée du budget? Pourquoi c'est important? Parce que du coup, c'est séparé des arbitrages politiques qui ont lieu tous les ans et voilà, des changements de gouvernement. On fait un truc à part et on crée des taxes qui vont directement financer la solidarité internationale. Ces taxes, elles n'ont pas été choisies au hasard. C'est des taxes qui visent à taxer un peu les gagnants de la mondialisation pour transférer les ressources vers ceux qui sont les perdants ou qui n'y sont pas encore intégrés. Il y en a 2. Et il y en a 2. Jacques Chirac a créé la taxe sur les billets d'avion. Voilà, donc quand vous achetez un billet d'avion au départ de la France, il y a une petite partie qui allait à la santé mondiale jusqu'à l'année dernière. Et Nicolas Sarkozy a créé en 2008, après la crise financière, la taxe sur les transactions financières, qui ne sont pas du tout taxées par ailleurs. Et malheureusement, on a un gouvernement qui a décidé de détruire cet héritage l'année dernière. C'est-à-dire que les taxes ont été rebudgétisées. Donc elles ne vont plus directement à la solidarité internationale. Ce serait une solution. En fait, ces taxes, aujourd'hui, elles rapportent 4 milliards d'euros en tout. Elles pourraient rapporter beaucoup plus si jamais on comblait des trous. Nous, on a fait pas mal d'analyses. On a beaucoup travaillé avec des économistes qui ont regardé ce qu'on pouvait faire. La taxe sur les transactions financières, par exemple, on pourrait élargir le nombre de transactions qui sont taxées. On pourrait augmenter le taux. On pourrait rendre tout ça plus transparent pour éviter qu'il y ait de la fraude. Tout ça, ça pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards d'euros par an. Et tout ça, ça pourrait aller financer la santé dans les pays pauvres. Vincent? Sur ce point, déjà, dire que quand on questionne les Françaises et les Français, il y a un souhait de continuer à défendre l'engagement de la France sur les questions de santé. On a fait un sondage l'année dernière qui le montre. Quand on questionne le Parlement, l'Assemblée nationale, il y a 2 semaines, a adopté, ou 3 semaines, a adopté une résolution à l'unanimité pour dire que c'est important de soutenir la lutte contre le VIH et l'ambition française qui est historique depuis Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Donc, il y a vraiment une adhésion populaire de la représentation nationale et on est d'autant plus surpris de voir ces coupes que le gouvernement, pendant toute l'année 2025, nous a renvoyé sur le Parlement en disant « Ah, aujourd'hui, tout se joue au Parlement ». Donc, on est très surpris. Pour répondre à la question sur les vaccins et l'industrie pharmaceutique, est-ce que ça relève du complot, tout ça? Alors, parce que l'histoire notamment du VIH rapporte que pas tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements en recherche et développement vaccinal. L'industrie pharmaceutique cherche un vaccin, les laboratoires publics et privés cherchent un vaccin. Le problème, c'est qu'on a du mal à trouver un vaccin efficace. Et c'est là tout l'enjeu aussi. Tu parles du VIH. Sur le VIH. C'est là la raison pour laquelle il faut continuer les efforts et l'engagement international pour le traitement, le dépistage, la prévention, parce qu'il nous manque 2 outils fondamentaux pour lutter contre le VIH, le vaccin et le traitement curatif. Et sans ces 2 outils-là, on n'arrivera pas à endiguer l'épidémie si en plus on se désengage du dépistage, de l'accès au traitement et de la prévention. Quelle part des traitements antirétroviraux mondiaux dépendent directement du fonds? Bonne question. À la louche. Hein, si vous avez pas de... Sur la lutte sur le VIH, il me semble que j'ai regardé, c'est 1/4 à peu près. D'accord, oui, c'est énorme. 1/4 des financements. Alors sur la tuberculose et sur le paludisme, c'est beaucoup plus. Oui. C'est au-delà de 60%, il me semble. Donc oui, et à ça s'ajoute, comme on le disait, le désengagement des autres pays donateurs, donc c'est-à-dire ceux qui financent directement de manière bilatérale la santé mondiale dans les pays en Afrique.
Là, il y a quelques semaines, une étude a été rendue publique de chercheurs sur la santé mondiale qui ont leur... Qui parlait dans le Lancet, je crois. Exactement, voilà, et qui, eux, estiment qu'il y aurait 22 millions de morts supplémentaires d'ici à 2030 à cause de la combinaison de ces coupes. Je sais qu'on parle de gros chiffres, 22 millions, 5 millions, etc. Ça peut être un peu abstrait pour certains. En fait, il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'un enfant meurt, quand même, c'est un drame. C'est encore plus un drame quand un enfant meurt d'une maladie qui pourrait être évitée, parce qu'on a des moyens d'éviter ces maladies aujourd'hui, et que tout ça, c'est à cause d'un manque de volonté politique. Donc, comme le disait Vincent, on a un large soutien de l'opinion publique, des ONG, des chercheurs, de l'Assemblée nationale, d'ailleurs du Parlement de manière générale sur le sujet. Que fait le gouvernement ? Que fait le président sur ce sujet-là ? On s'interroge. Est-ce que c'est une décision présidentielle ? C'est une décision présidentielle, alors voilà, Traditionnellement. oui, traditionnellement. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, c'est un sujet au départ qu'il a beaucoup pris en main. On a nous-mêmes organisé un peu la levée de fonds pour le Fonds mondial en 2019. C'était à Lyon. C'était Emmanuel Macron qui était à la manœuvre. Et franchement, le résultat était vraiment incroyable. Il est allé lui-même appeler ses homologues dans les autres pays européens pour être sûr qu'ils annoncent bien leur contribution par rapport à la question de tout à l'heure. Oui, tout le monde a payé. Donc non seulement les promesses ont été faites et tout a été payé. Et à la fin, on a obtenu le montant nécessaire. Et ça, c'était en grande partie grâce à la mobilisation du président. Donc il peut le faire. Il l'a déjà fait. C'est un sujet qu'il comprend, qui l'intéresse. Que s'est-il passé ? Pourquoi n'a-t-il pas été présent cette année alors que tout le monde l'attendait ? Pourquoi a-t-il envoyé le ministre des Affaires étrangères à la place ? Que fait-il depuis tout ce temps ? Oui, c'est le Premier ministre qui a la main sur le budget, mais on ne peut pas croire quand même qu'il n'y a pas des dialogues entre les deux et que cette thématique cruciale, encore une fois, à la fois pour les vies humaines, mais on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi crucial pour tout ce qui concerne la sécurité sanitaire. On peut en parler maintenant. Voilà, en fait, tout simplement, je pense qu'on a tous vécu pendant le Covid. Donc voilà, on a compris que les virus ne s'arrêtaient pas aux frontières. Donc nous, notre objectif principal, c'est de sauver des vies. Mais attention, il n'y a pas que ça, parce que si l'épidémie repart, bien sûr qu'elle va arriver chez nous. Il y aura des coûts financiers associés, parce que des personnes qui sont malades, ça a un coût, il faut les prendre en charge, il faut les soigner. Ça, c'est des coûts énormes. Le Covid nous a quand même coûté 4 000 milliards de dollars. Bon, c'est beaucoup. La prévention coûte toujours moins cher. Et il y a aussi tout simplement une histoire de sécurité, parce que des sociétés où il y a beaucoup de malades, c'est des sociétés qui sont instables, où les conflits risquent de s'installer. Et les conflits à l'échelle internationale, vous le savez, ça veut dire une instabilité politique qui peut aussi avoir des impacts chez nous. Donc tout ça, en fait, c'est lié. Je pense que le président l'a compris. Mais là, c'est silence radio sur le sujet. On n'a pas eu de signe, nous, qui nous indique qu'il a vu le sujet et qu'il ne l'a pas traité. Donc on attend une expression de sa part. Et je mentionne aussi qu'il organise un grand sommet sur la santé le 7 avril à Lyon. Et qu'on a un peu du mal à imaginer le président monter sur scène et présider ce sommet avec cette coupe catastrophique de 60% de la contribution française au Fonds mondial. Je voudrais juste compléter sur un point, c'est insister sur le fait que la lutte contre le sida, elle a aussi permis de défendre le droit à la santé et les droits humains dans de très nombreux contextes où les populations sont vulnérables, certaines populations sont marginalisées. On a, grâce à la lutte contre le VIH, réussi à créer un tissu d'organisations qui défendent ces droits-là. Ce désengagement de la lutte contre le sida, on a fait une enquête auprès de tout notre réseau, montre que ça génère un vrai stress de ces populations déjà vulnérables, en plus du contexte économique, des personnes qui, si par exemple l'association dans laquelle elles allaient pour prendre leur traitement, faire du dépistage, mais aussi être accueillies, protégées, soutenues, si ces associations ferment, elles sont vraiment exposées parfois à la violence qu'il peut y avoir pour qui elles sont, pour la communauté à laquelle elles appartiennent. Et donc on est vraiment très inquiet, au-delà des aspects contrôle de l'épidémie dans l'avenir, on est très inquiet sur le recul du droit à la santé et des droits humains dans de très nombreux pays. Dans le chat, Christalgre pose une question. Est-ce que le Trumpisme, avec son ministre de la Santé, Robert Kennedy, et leur politique anti-vaccin, le retrait des États-Unis, l'OMS, est-ce qu'on ne serait pas dans une période de rupture de politique dans ce domaine ? Alors, je pense qu'il veut dire d'un point de vue mondial. Est-ce qu'il y a une tendance au désengagement ? Ou c'est très circonstanciel et... Alors, je pense qu'il y avait une tendance qui précédait peut-être à Donald Trump. Je pense que Donald Trump l'a forcément accéléré.
Après, il faut toujours être prudent avec les États-Unis. Il faut regarder les discours et ensuite il faut regarder ce qui se passe. Je dis ça parce que l'année dernière, Donald Trump a décidé de supprimer l'agence américaine qui mettait en œuvre cette politique qui s'appelait USAID. Et en fait, aux États-Unis, il y a quand même un fort contre-pouvoir du Congrès, donc du Parlement là-bas. Et au final, après 1 an de négociations, de débats, les financements totaux n'ont baissé que de 16%. Voilà, en comparaison, nous, l'année dernière, on a coupé de 40% et cette année, 22%. Donc, finalement, les États-Unis, alors je ne suis pas en train de dire que tout est rose là-bas, c'est vraiment pas le cas, mais entre les discours de Donald Trump et ce qu'ils font vraiment, il y a quand même un fossé. Et après, il y a d'autres pays qui ont emboîté le pas, malheureusement, les Anglais, les Allemands, nous, par la suite. Donc, c'est vrai qu'il y a une remise en cause. On n'est pas en train de dire que tout est parfait. On sait que tout système est perfectible. On n'est pas en train de dire que les financements de la solidarité internationale sont géniaux partout où ils interviennent. Par contre, on n'est pas sûr que le fait de couper les financements pour les malades du sida, ce soit la meilleure manière de gérer les choses. Peut-être mentionner que le Fonds mondial a vocation à disparaître. En fait, c'est vraiment un mécanisme qui est là pour subvenir à une crise quand il y en a une. Il y a les des crises se mécanismes... succèdent. Oui, mais il y a comme disait Vincent, jusqu'à l'arrêt des financements il y a quelques mois, en fait, on avait quand même fait d'énormes progrès. Enfin, la mortalité due au sida a baissé de plus de 70%. C'est quand même un super résultat en 20 ans. Et ils ont des mécanismes, en fait, pour permettre petit à petit aux gouvernements locaux, aux communautés locales, de reprendre la main sur les politiques et de les financer. Donc, en fait, l'objectif, bien sûr, c'était que les pays, à la fin, n'aient plus besoin de l'aide du Fonds mondial. Et on a plusieurs exemples de cas où ça s'est vraiment passé comme ça. Et là, couper les financements comme ça du jour au lendemain, on ne voit pas comment est-ce que ça va régler le problème. Et donc, on pense qu'il faut que il y ait une remise en cause de certains aspects de la politique, mais sans arrêt brutal du jour au lendemain des financements. Vincent ? Juste dire que dans ce contexte, effectivement, de crise multiforme, multiple, de tensions entre les États, le Fonds mondial arrivait quand même à faire du consensus sur une réponse sanitaire. C'est un outil qui permet de mettre autour de la table des États qui ne s'entendent pas, des communautés, des acteurs professionnels de santé. Et ça, c'est unique en termes de démocratie aussi. On arrive à faire avec la santé de la démocratie, de la gouvernance, dans un monde effectivement très fracturé. Donc c'est aussi, au-delà des financements, un modèle de diplomatie, d'une certaine manière. De diplomatie, de gouvernance, de proximité, qui associe les personnes. On l'a vu dans les crises ces dernières années, les gens disent on n'est pas associé aux décisions, ça tombe d'en haut. Pendant le Covid, on a beaucoup entendu ça, ces obligations, ces injonctions. Avec le Fonds mondial et avec la lutte contre le VIH, on a réussi à développer ces modèles de proximité où les personnes, les professionnels de santé, les décideurs politiques sont autour de la table ensemble pour réfléchir à comment on construit une réponse adaptée et fine qui plaît à tout le monde au niveau local, régional et global. Donc c'est ce qu'on défend, c'est aussi un vrai modèle de gouvernance. Pour que les gens se rendent bien compte, combien ça coûte un traitement antirétroviral à vie ? Alors, ça dépend. À vie, ça serait compliqué de dire parce que les prix baissent avec le temps. Oui. Mais tu fais bien de mentionner que le coût d'un traitement antirétroviral, pardon. Tu fais bien de mentionner que aujourd'hui, quand on est une personne vivant avec le VIH, on prend un traitement à vie. On n'a toujours pas de traitement curatif. Donc, effectivement, ça a un coût. Ça dépend du pays où on est. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, on arrive à traiter, c'est-à-dire à donner un traitement antirétroviral à une personne séropositive pendant 1 an pour moins de $100. C'est rien du tout. Et il faut voir ce que ça rapporte. Par contre, c'est des personnes qui vivent, qui travaillent, qui ramènent de l'argent dans leur foyer, qui contribuent au développement de leur pays. C'est un investissement considérable de mettre une personne VIH sous traitement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer. Il y a encore des personnes qui ignorent leur séropositivité, donc qui sont en danger pour leur santé. Et il faut pouvoir les diagnostiquer, leur proposer un traitement. Après, si vous allez dans des pays plutôt développés, les traitements sont beaucoup plus chers, quoique ces dernières années, ça a effectivement beaucoup chuté parce qu'il y a beaucoup de traitements qui sont devenus des génériques. Pourquoi c'est beaucoup plus cher ? C'est plus cher parce que parce que la monnaie est plus forte ou parce Je pense qu'on va revenir la semaine prochaine faire une autre émission sur la question du prix des médicaments. Non, mais il y a la question c'est toute la question autour de la propriété intellectuelle sur les médicaments. Donc il y a un vrai sujet
d'opacité sur combien coûte un médicament. On ne sait pas combien, à part quelques personnes, on ne sait pas combien le système de santé dans les pays du Nord paye les traitements. Notre hypothèse, c'est qu'on Comment paye ça, on trop sait cher. pas bien sûr. Il y a une opacité totale dans la négociation des prix entre les industriels du médicament et les systèmes de santé. Et du coup, on n'arrive pas à savoir. Par exemple, Qui fixerait un prix acceptable? donc moi, je suis séropositif. Je vais tous les mois chercher mon traitement à la pharmacie et derrière, il y a le prix qui est indiqué. Et ben, le prix qui est indiqué ne reflète pas le prix que le système de santé paye et on ne saura Si jamais tu vas parce sur qu'il y a ton des compte accords Amélie, tu sais combien confidentiels. tu es remboursé? Il y a des accords confidentiels. Il y a, si on va sur le site Amélie, ce n'est pas du tout le prix réel payé par le système de santé. Clairement, il y a une opacité. Et pour des histoires de concurrence, des histoires de recherche et développement qui coûteraient cher, mais quand on regarde aussi le coût du marketing, de l'industrie pharmaceutique et d'autres coûts, on se dit qu'il y a un vrai problème de modèle économique du médicament dans le monde en général, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Et tout ça, c'est lié aux questions de brevets, de propriété intellectuelle. Mais alors, on pourrait parler pendant des heures de La tout question ça. de notre viewer de tout à l'heure était pas tout à fait extravagante. Donc. Non, il y a un sujet de prix du médicament dans le monde, mais il n'y a pas un sujet de on ne veut pas trouver un vaccin pour entretenir une épidémie. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de recherches vaccinales, c'est juste qu'on n'arrive pas à trouver le bon vaccin pour l'instant. Cristal redemande. Pardon, mais Non, et je du t'en coup, prie, vas-y. non, c'est juste pour rebondir sur ce que disait Vincent. Et du coup, en fait, il y a un défi aussi, c'est celui d'avoir des traitements abordables dans les pays où il y a moins de revenus. Voilà, donc là, il y a pas mal d'innovations, notamment dans la lutte contre le VIH. Et en fait, pas mal d'entre nous œuvrent aussi à ce que ces traitements soient à un prix abordable et ne coûtent pas trop cher, parce que même s'ils sont disponibles et qu'ils sont trop chers, personne ne pourra les acheter. Il nous reste 24 minutes, on va parler un peu peut-être des nouveaux traitements et aussi un peu de prévention. Il y a une question de Cristalgre. Salut Cristalgre. Avec le réchauffement climatique, les virus franchissent les zones géographiques plus facilement. Est-ce qu'on n'est pas dans le déni face au risque de demain, 5 ans après le Covid? Bon, la réponse est en partie oui, je pense, mais... Ah bah, bien sûr, oui, totalement. En fait, on a quand même eu une pandémie mondiale qui a mis beaucoup de pays à l'arrêt. Et là, 5 ans après, on a l'impression qu'on n'a rien appris de cette pandémie. Pourquoi je dis ça? Déjà parce que, comme je vous disais, réagir aux crises, ça coûte beaucoup plus cher. Il faudrait que là, on commence à investir dans la prévention des pandémies. On ne l'a pas fait, alors que c'est 100 fois moins cher. Voilà. Ensuite, on est en train de se désinvestir de la santé mondiale. Le Covid, on l'a bien vu, les différents variants, ils venaient pas de la France, ils venaient d'autres pays. Effectivement, ça transite. Et la question du réchauffement climatique, elle est intéressante parce qu'en fait, on le voit sur le paludisme. Donc, du coup, les cas de paludisme augmentent, la chaleur augmente et donc il y a plus de moustiques dans les zones où il y en avait moins. Et donc, le paludisme augmente et on commence à avoir du paludisme en France. Donc, clairement, la prochaine paludisme sans pandémie... traitement, contrairement au VIH où on meurt après du sida, le paludisme, on en meurt très rapidement si on n'est pas soigné. Oui, c'est vrai, mais bon... Non. Ça dépend. D'accord, ok. On n'est pas médecin, Ouais. mais ça dépend Non, des et on meurt situations. pas forcément dépend de des types de paludisme, c'est vrai. paludisme. Oui. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même une maladie hautement transmissible. Voilà. On a un sujet, mais qui est pas... Il y a cette idée qu'il y aura des virus et des bactéries nouvelles et nouveaux à l'avenir, c'est sûr. Avec le réchauffement climatique, ça va se... Réchauffement climatique et mondialisation et échange, Bien sûr. bien sûr. Mais on a aussi un sujet sur, par exemple, les résistances aux antibiotiques, les antibiotiques qui n'arrivent pas à traiter un certain nombre de bactéries, et là, sur les maladies qu'on connaît. Et donc, c'est pour ça que c'est encore important de préserver tout l'écosystème sanitaire qu'on a réussi à créer en matière de maladies infectieuses autour du VIH, du paludisme et de la tuberculose, parce que c'est cet écosystème qui permet de former les professionnels de santé à l'infectiologie dans de très nombreux pays, notamment les pays où il y a beaucoup de maladies infectieuses émergentes. C'est cet écosystème qui permet de faire de la surveillance, de la détection précoce des nouvelles infections. On l'a vu avec le Mpox, le monkeypox. On a vu que c'était ce réseau de proximité d'organisation de lutte contre le VIH qui a réussi à voir super efficace. les premiers cas arriver avant même que les grands laboratoires, les Africa CDC, les America CDC arrivent à les détecter. Le débat sur le prix des médicaments a passionné le chat, les autres aussi. Une question de Gentleman qui dit mais en France les médicaments sont plus chers parce qu'ils sont remboursés par la Sécu. Oui, il y a un enjeu où dans les pays plus riches, on paye plus cher les médicaments
Et dans les pays où les revenus sont faibles, on a dû se battre quand même pour que les prix des médicaments soient faibles. Ça a été une vraie lutte activiste. Je voudrais juste citer un exemple. Entre 1997 et 2001, il y a eu un grand procès en Afrique du Sud pour pouvoir accéder aux traitements antirétroviraux génériques, alors que l'industrie pharmaceutique voulait qu'en Afrique du Sud, ça soit le même prix qu'aux États-Unis, le traitement antirétroviral. Donc, autant dire inaccessible. Donc, le gouvernement voulait acheter des génériques et l'industrie pharmaceutique a fait un grand procès contre le gouvernement. Finalement, les industriels ont décidé de retirer leur plainte, ce qui a permis d'ouvrir un nouveau chapitre pour acheter des génériques et plus largement permis aux pays du Sud de se lancer dans l'achat de génériques. Entre 1997 et 2001, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont mortes du VIH, qui auraient pu être sous traitement, qui auraient pu être guéries. Donc ça a été une vraie bataille, cette question du prix, et on ne doit rien lâcher, parce que cette question du prix, la propriété intellectuelle, est aujourd'hui toujours une entrave à l'accès aux innovations de santé, et des millions de personnes meurent parce qu'elles n'ont pas accès à des traitements accessibles financièrement. Et on l'a vu pendant le Covid. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant le Covid, où en fait les pays riches ont acheté tous les vaccins disponibles, de quoi vacciner 3 ou 4 fois leur population. Et en fait, il n'y avait plus de vaccins disponibles pour les pays en développement qui ont eu accès aux vaccins beaucoup plus tard. On a commencé à leur envoyer les doses qu'on avait en trop, qui périmaient 2 semaines après. Ils ont reçu des stocks de médicaments qui périmaient au bout de quelques jours. Impossible de mener une campagne de vaccination qui permettait de les administrer. Et donc, en fait, on a toujours cette inégalité mondiale entre les pays riches qui ont accès au traitement de manière beaucoup plus rapide que les pays pauvres, alors qu'une vie humaine dans un pays riche vaut autant qu'une vie humaine dans un pays qui a moins la chance d'avoir accès à des ressources. On parle nouveau traitement ou on parle prévention? Allez, prévention, on a la PrEP. Il y a la PrEP, alors la prévention, est-ce que la manière a changé? Est-ce que les outils ont changé? Est-ce que les défis ont changé? Oui, alors déjà, il faut savoir qu'on vit une période extraordinaire où il y a des nouveaux outils de prévention qui arrivent. Comme je disais, on n'a toujours pas de vaccin, on n'a toujours pas de traitement curatif. Donc la prévention, le dépistage sont essentiels. Il faut aller se faire dépister régulièrement, au moins une fois par an, au moins tous les 2 ou 3 mois si on fait partie d'une population à haut risque d'acquisition du VIH. Et on a, depuis plus d'une dizaine d'années, la PrEP. La PrEP, c'est un médicament préventif que l'on prend et qui permet de protéger à 100% du risque d'acquérir le VIH. Et ça, c'est une vraie révolution. Là, depuis 10 ans, en France, c'est accessible. Remboursé à 100% par la sécurité sociale. Vous pouvez aller voir votre médecin, vous pouvez lui demander la PrEP, quelle que soit la personne que vous êtes, quelles que soient vos pratiques, vous dites je veux prendre la PrEP et vous avez la possibilité. Parce que c'est très connu chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ça l'est pas du tout dans les autres publics. Exactement, alors que tout le monde pourrait en bénéficier et c'est un traitement formidable. C'est pas un traitement, pardon, c'est un outil de prévention formidable. Son mécanisme, c'est simple, c'est que en fait, il protège le corps contre le virus. Et donc là, aujourd'hui, c'est un traitement qu'on prend avec un comprimé tous les jours et qui permet d'être protégé du VIH. Et là, dans les prochains mois, vont arriver des traitements PrEP, comme ça, préventifs, qui vont pouvoir être pris par injection une fois tous les 2 mois, bientôt une fois tous les 6 mois, et dans les prochaines années, une fois tous les ans, presque comme un vaccin. Donc on le prend une fois par an comme un vaccin et il protège à 100% du risque d'acquérir le VIH. Donc c'est vraiment formidable. Mais pour ça, comme je vous le disais, cette PrEP, elle existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années et elle est assez peu connue. Donc on a besoin de cet écosystème d'associations, d'organisations, de professionnels de santé, de proximité qui font de la prévention, de l'information, de la confiance, qui créent le lien de confiance. On parlait des vaccins Covid. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas sollicité le vaccin Covid parce qu'il y avait un peu de défiance. Eh bien, nous, on est là, les organisations communautaires de personnes vivant avec le VIH, de personnes concernées par le virus. On est là pour aller faire ce travail de proximité d'information, pour aller dire, moi, tu sais, je prends ce traitement, ou mon collègue prend ce traitement, et ça marche marche bien. Il se passe rien, il se passe rien. Voilà, on est là pour créer ce lien de confiance. Et dans tous les pays dont on a parlé tout à l'heure, moi, ce que j'ai peur avec cette baisse de financement, c'est qu'on casse ce lien de confiance parce qu'il n'y a plus les acteurs de terrain qui sont là pour le créer. C'est très frustrant parce qu'en fait, on a vraiment toutes les solutions pour parvenir à peut-être éradiquer vraiment la maladie dans les prochaines années. Et que là, en quelques décisions politiques dans les couloirs à Paris, c'est des millions de vies humaines qui sont menacées. Donc c'est très frustrant pour nous. Là. La PrEP, c'est un truc de franco-français ou ça marche ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde?
Alors, Ailleurs dans le monde, il me semble que non. Ailleurs en Europe, je ne sais pas, et je me dis que peut-être pas vraiment en réalité. alors, je vais vous surprendre, la PrEP est accessible dans quasiment tous les pays du monde. Dans les mêmes conditions. Plus ou moins dans les mêmes conditions. Voilà, même dans les pays avec lesquels on travaille, qui sont parmi les pays les plus pauvres au monde, Oui. la PrEP est là. Donc, elle est remboursée de manière différente, soit par la sécurité sociale, soit par le Fonds mondial qui prend en charge. Mais il est possible dans la plupart des pays du monde aujourd'hui d'avoir accès à la PrEP. Par contre, ces nouvelles formes de PrEP que l'on prend une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, qui vont arriver dans les prochains mois, là, effectivement, il y a un sujet pour l'instant d'accès et de disponibilité selon les pays. C'est une bataille qui est en cours pour faire en sorte que cet accès soit universel, quel que soit le pays du monde. Ouais. Non, rien à ajouter. Il a tout dit. Moi, je suis né en 1985. Le sida, le VIH a toujours fait partie de l'Express, du Nouvel Obs, de partout, des abribus. On voit plus du tout ces pubs-là. On a raté quelque chose. C'est moins nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas d'accord. Déjà, il y a toujours des campagnes. On en fait tous les ans. Mais peut-être qu'on est un peu On les moins voit moins. attentifs et attentifs. On les voit. Alors, peut-être qu'on est moins attentif. Mais- on mais- est obligé mais de constater qu'on les elles voit sont moins là. tout de même. Moi, je voudrais un petit Et je le peu... regrette infiniment. Je voudrais un petit peu changer le narratif sur tout ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Et je ne dis pas que vous faites mal votre boulot. C'était Non, mais souvent c'était des pubs qui étaient payées par le gouvernement avant. Mais Et il pas y a, l'impression il y a que ça les toujours des intéresse pubs qui sont autant payées par le qu'avant. gouvernement. Ou c'est une perception qui est erronée, Mais mais- c'est une perception. Effectivement, on est passé d'une crise sanitaire aiguë, années 80-90, très haut niveau de mortalité, absence d'outils, des traitements qui sont accessibles que dans les pays du Nord, à aujourd'hui une épidémie, comme on le disait, qui est à peu près gérée, sous contrôle, même si on est inquiet sur l'avenir à cause des décisions dont on a parlé, qui ont été prises de baisse de financement. Mais on n'est plus dans la phase aiguë de l'épidémie, et c'est pour ça que c'est peut-être moins, on est moins réceptif à ça. Mais c'est pas terminé. Effectivement, il y a encore dans le monde, on disait 1,3 million de nouvelles infections. En France aussi, il y a toujours chaque année entre 6 000 et 7 000 nouvelles infections. Il faut continuer à maintenir les efforts, la prévention, aller se faire dépister, continuer à utiliser le préservatif, continuer à s'informer sur le VIH. Et bien sûr, si on souhaite solliciter cette PrEP, on peut en parler avec son médecin. Il suffit d'aller voir son généraliste. Moi, je trouve ça très étonnant quand même, le revirement de situation entre la situation que tu décris et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, surtout en France. La France est quand même un pays historiquement leader sur les questions de santé mondiale. Je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire, mais voilà, on a quand même contribué à pas mal d'innovations scientifiques. Comme tu le disais, c'était un sujet majeur dans les années 2000. Donc, bon, moi, j'étais pas encore là à cette époque, mais j'ai vu les images des mobilisations, voilà, à la fois des politiques, des artistes, tout le monde en parlait. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans nos interlocutions, dans nos dialogues avec les pouvoirs publics et avec le monde politique, quand même, c'est frappant de voir à quel point est-ce que c'est un non-sujet. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des millions de morts en plus pour qu'on s'y intéresse, pour qu'on se remette à le financer? J'espère pas. En tout cas, nous, ce qu'on a observé, comme disait Vincent, c'est que quand on interroge la population française, il y a toujours un large soutien. Il y a une partie de la classe politique quand même qui s'en rappelle. Mais effectivement, tu as raison, je pense que dans le monde politique, ça passe un peu à la trappe. On est le pays qui a découvert le VIH en 1983. On est le pays qui a permis l'accès aux antirétroviraux dans les pays du Sud, grâce à la mobilisation de Jacques Chirac et d'autres. C'est une vraie fierté. La mobilisation et la réponse au VIH, c'est un bel exemple de réussite de la recherche et de l'engagement politique international de la France. Il faut que ça se poursuive. C'est une vraie fierté. J'avais une question, je l'ai oublié. Oui, si, est-ce qu'il y a des zones, plus dans le monde, pas en France, mais vous me direz, est-ce qu'il y a des zones où l'arrêt du financement dont on parle aujourd'hui, qui fait l'objet de notre discussion là pendant 1 heure, ça va entraîner une rupture immédiate de l'accès aux soins? Alors, il faut savoir qu'il y a Ou toujours enfin un décalage. immédiate, Il y a toujours un décalage, mais en fait, c'est les pays à revenus intermédiaires qui sont un peu dans une zone, un angle mort, qui, eux, vont vraiment être concernés par des baisses massives des enveloppes financières auxquelles elles ont droit avec le Fonds mondial, qui étaient déjà touchés aussi par des baisses l'année dernière des financements américains. Donc, c'est ces pays-là qui vont être le plus touchés. Je pense Algérie, Maroc, je pense à des pays comme le Cameroun, Nigeria. Voilà, c'est des pays qui sont dans une fourchette où ils vont être particulièrement touchés par ces baisses de financement.
Ce qui essaie de faire le Fonds mondial, mais encore une fois, c'est pas gagné. Ils essaient là de réfléchir, de faire leurs petits calculs dans tous les sens pour préserver à tout prix les pays les plus pauvres et les pays qui ont un fardeau épidémiologique le plus élevé, là où il y a le plus Qui sont voilà. Mais ces pays-là vont quand même être touchés par des baisses de financement. Alors, ces pays, ce sont... Les pays les plus pauvres en Afrique subsaharienne notamment. Et en fait, pourquoi ils seront aussi touchés? Parce que c'est des pays qui n'ont pas forcément la marge budgétaire pour reprendre une partie de ces soins qui vont s'interrompre du jour au lendemain. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de USAID qui avait arrêté du jour au lendemain ses services. Il faut savoir que quand on livre un traitement ou quand il y a une chaîne comme ça de soins, il y a plein d'acteurs qui sont impliqués à différents niveaux de la chaîne. Il suffit qu'il y ait un maillon qui se retire. En fait, la chaîne ne fonctionne plus. Et donc, du coup, ces pays-là ne vont pas pouvoir combler tout de suite, ou peut-être pas du tout, les manquements. Et du coup, ils vont se retrouver touchés en priorité. Et c'est pour ça que nous, on dit aussi que là, on est dans un moment où on a moins d'argent, soit on fait des coupes. Il faut réfléchir intelligemment à comment est-ce qu'on répartit ces coupes. Il faut que, comme fait le Fonds mondial, on priorise nos financements vers les pays les plus pauvres et qu'on priorise les soins de santé qui ne sont finançables que par de l'argent public, qui ne peuvent pas être financés par exemple par des acteurs privés. On fait beaucoup appel au secteur privé en ce moment. Le secteur privé ne peut pas tout. Il y a des financements qui doivent venir de l'État. Et ça, pareil, on a encore du mal à faire passer ce message au gouvernement français. Oui, je voudrais compléter en disant que dans ces arbitrages budgétaires qui vont devoir être faits dans tous les pays, nous, ce qu'on a très peur, c'est qu'on concentre l'argent sur ce qui est vraiment critique, donc le traitement, les médecins et professionnels de santé qui interviennent pour suivre les personnes vivant avec le VIH, et tout ce qui est prévention, aller vers dans les quartiers compliqués, aller amener le dépistage, faire de l'information aux personnes qui n'ont pas forcément un bon accès à l'information, que tout ça soit dépriorisé. Sauf que ça, c'est ce qui fait le contrôle de l'épidémie de demain. Et donc, on a une vraie crainte qu'en fait, en devant prioriser sur l'essentiel et le critique, eh bien, on n'arrive pas à endiguer cette épidémie dans des pays qui ont un très gros fardeau du VIH, qui, je le rappelle encore une fois, quand on a une épidémie qui est incontrôlable ou des personnes qui meurent massivement du VIH, c'est aussi un fardeau économique, un risque que le pays ne se développe jamais. Il y a certains pays où il y a 30% de prévalence du VIH. Si ces pays-là ont une épidémie qui reste incontrôlée, ces pays-là ne se développeront jamais. Et c'est vrai que quand on a des priorités qui sont affichées, qui sont soutenues par les gouvernements, j'ai l'impression qu'on arrive à trouver de l'argent. Donc là, je vais revenir sur mon petit topo sur la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, de la part de nos gouvernements, c'était beaucoup la défense. Donc on a des budgets militaires qui sont en augmentation exponentielle. À côté de ça, je crois que c'est 85% des dépenses de sécurité aujourd'hui qui sont les budgets militaires. Et donc, il reste 15% pour la diplomatie, le développement, en fait, tous les financements qui permettent de prévenir ces crises qui aujourd'hui sont en large baisse, alors qu'ils contribuent tout autant à faire qu'on ait un monde global, stable, serein et sûr pour tout le monde. Si 2-3 contributeurs, donateurs, tels que la France, se désengagent, est-ce que le modèle tient ? Pour l'instant, la France fait figure d'exception. Si la réponse est oui, pour combien de temps ? Là, je vous disais, la France est vraiment un peu un intrus. C'est le pays qui s'est le plus désengagé. Donc, les autres sont encore... Alors, ils sont moins là, mais ils sont encore là. Donc, pour l'instant, ça tient. Après, la question, c'est pour combien de temps ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la France va entraîner d'autres pays dans sa chute ? Et comment va évoluer l'épidémie, ça c'est un peu dur de prévoir, mais on est inquiet. On a vu pendant Covid quel était l'impact des fermetures de services de prévention, de prise en charge médicale, tout ça. Et on a des données, on arrive du coup à projeter ce que ça veut dire quand on ferme ces services-là en termes de nombre de nouvelles infections, nombre de décès, etc. Et il y a des modélisations qu'on a vues passer Qu'est-ce qu'elle nous raconte par l'ONU-SIDA, l'agence de l'ONU qui coordonne la lutte contre le sida. Ils nous disent qu'avec les coupes américaines, puis d'autres coupes, c'est plusieurs millions de personnes en plus qui vont contracter le VIH d'ici 2030. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes en plus qui vont mourir du sida. Alors que, encore une fois, on pensait qu'on allait atteindre le contrôle de l'épidémie pour 2030. Donc, est-ce que ça tient ? Non, ça ne tient pas. Et dans les arbitrages
budgétaires qui sont en train d'être faits pour prioriser les pays les plus pauvres ou les pays qui ont un fardeau du VIH le plus important, ce qu'on voit, c'est que on pousse les pays à être autonomes financièrement en quelques années, alors qu'on sait que dans certains pays, les pays les plus pauvres, c'est juste impossible. Donc on va se poser la question dans 5 ans, le système de santé s'effondre, la prévention s'effondre, il y a des ruptures de stock de médicaments antirétroviraux, donc il y a des séropositifs qui développent des résistances qui vont se diffuser dans le monde entier, qui vont toucher et qui vont amener un surcoût pour tous les systèmes de santé qui vont devoir gérer ça. Donc non, là ça tient pas du tout. Christelle, dans le chat, dit le rafale plus fort que le vaccin. Gentleman, lui, pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Qu'est-ce que Gentleman, dans le chat, peut faire concrètement à son niveau pour aider ? Il y a un vrai plaidoyer à faire au niveau des gouvernements, de nos élus, de toutes les personnes qui participent à ces décisions-là, et des ONG comme celle à laquelle appartient Maëwan défendent des outils techniques qui permettent de trouver des solutions financières. Et puis, il faut soutenir aussi les organisations de la société civile, les associations qui permettent d'accompagner pendant ces moments de crise les acteurs sur le terrain qui risquent de voir leur service fermé. Nous, on a beaucoup accompagné des associations dans des pays en Afrique qui ont rencontré des vraies crises financières liées au contexte actuel. Elles sont toujours là. Elles n'ont pas fermé parce qu'on a pu, grâce à la générosité du public et des donateurs, justement continuer à les accompagner. J'aime beaucoup le rafale plus fort que le vaccin, je vais le garder. Merci pour l'idée. Oui, alors nous, on essaie de faire des campagnes et d'alerter un peu le monde politique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Owan. Il y a des pétitions, on fait des campagnes sur les réseaux sociaux. On essaie d'interpeller directement les politiques sur Instagram. On envoie des mails, on envoie des lettres, on fait des manifestations. Donc, n'hésitez pas à venir nous aider. C'est des personnes, en fait, qui réagissent beaucoup à ce qu'on pense, parce qu'en fait, c'est nous qui votons pour eux. Et notamment à ce que pense la jeunesse. Donc voilà, toute aide est bienvenue. On approche d'élections cruciales l'année prochaine qui vont tout changer. On n'en a pas parlé, mais voilà, il va y avoir un renouveau politique et donc ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et donc voilà, tout soutien en ligne et hors ligne est bienvenu. Et encore une fois, ils réagissent vraiment à ce que vous pensez et ce que vous voulez. Donc c'est toujours utile. Un like, une signature de pétition, un don à une association, vraiment tout ça, ça fait la différence. Il nous reste quelques minutes, 2 minutes en réalité. On peut faire peut-être un petit encart pédagogie. Mon colloque Marcel a le VIH, est-ce que je risque quelque chose ? Ma colloque Marceline d'ailleurs. Si il ou elle a le VIH et au courant de sa séropositivité, probablement cette personne est sous traitement. Et quand on est sous traitement, on ne transmet pas le VIH. Le traitement contrôle le virus et empêche sa transmission. L'enjeu, c'est les personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique, qui ne sont pas dépistées encore. Et c'est pour ça qu'il faut aller se faire dépister régulièrement pour connaître son statut sérologique, prendre un traitement. Avec un traitement, on a la même espérance de vie que tout le monde et en plus, on ne transmet pas le VIH, quel que soit le mode de transmission. Par contre, oui, si on n'est pas traité, qu'on a beaucoup de virus qui se répliquent dans le corps, là, c'est à risque pour sa santé et pour le risque de transmission du VIH. C'est quoi une situation à risque ? À quel moment je dois m'inquiéter d'aller peut-être d'aller faire un dépistage si ça ne m'était pas venu à l'idée avant ? Alors, une situation à risque, c'est quand on est exposé à un liquide contaminant, donc sang, sperme, sécrétion corporelle, pas la salive, attention. Quand on est exposé à l'un de ces liquides et une porte d'entrée, donc soit un rapport sexuel ou une plaie, ou pour les personnes qui partageraient du matériel d'injection, personnes usagères de drogue qui partageraient du matériel d'injection. Quand il y a la combinaison de ces deux éléments, une porte d'entrée, un liquide contaminant et que la personne est séropositive et ne connaît pas son statut et n'est pas sous traitement, si on a la combinaison de tout ça, alors effectivement, c'est un risque. Si on pense avoir pris un risque, si on pense avoir été exposé à un liquide contaminant, eh bien, dans ce cas-là, on peut aller faire un dépistage. Si on va dans un laboratoire aujourd'hui, sans ordonnance, on peut faire un dépistage du VIH et des IST. On a le résultat généralement en quelques jours. Donc si le test est négatif, eh bien, si on a eu un petit coup de flip, ça peut être utile d'aller parler avec son médecin de la PrEP, qui, je rappelle, est efficace à 100% pour se protéger du VIH. Et puis, retourner régulièrement, faire des dépistages, c'est essentiel. Il est 18h58, passé de 28 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter. C'est l'heure du mot de la fin ou celui de la suite, mais je te saisis au vol. Allez, comme ça. c'est parti.
Non, la suite, c'est comme je disais. Donc là, on essaye d'inverser la tendance. On pense qu'il y a encore une chance. On essaie d'être optimiste. Il y a encore une chance que le président de la République se rende compte que les décisions qui sont prises dans les couloirs de Bercy impactent des millions de personnes. Il préside ce sommet le 7 avril. On va tout faire, nous. On va l'interpeller pour qu'il augmente la contribution française au Fonds mondial. On a une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur les taxes solidaires qui est transpartisane, qui est portée par tous les groupes politiques. On espère que le gouvernement va s'en servir. Elle est sur le site depuis avril dernier. Monsieur Barrot n'a toujours pas bougé, donc je l'invite fortement à se saisir de ce sujet-là et à se baser sur le travail des députés. Voilà, et on va rien lâcher, on va tout faire pour qu'on puisse avoir des financements additionnels pour sauver des vies. Merci Maïka Urgent, directrice plaidoyer de One. Vincent Leclerc, directeur général de Coalition Plus, le mot de la fin ou celui de la suite? Manu, président de la République, la lutte contre le VIH, c'est une fierté française. On a des beaux succès, des outils de prévention qui marchent. C'est pas le moment de baisser les bras. Faut que Manu descende. 18h59, 36 secondes. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à la question, à celle du chat. Merci pour cette heure qui était, de mon point de vue, très utile et qui a passionné le chat. Parfois, il y a des gens qui s'en vont entre le premier thème et le deuxième. Les gens sont restés, donc c'était utile. Jean-Thomas dit merci aux intervenants et aux équipes. Et merci à tout le monde. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci à vous dans le chat, bien sûr, pour vos questions, pour vos petits mots sympas, pour vos humeurs acidulées et parfois vagabondes. Merci aussi à Jérém Alamodé qui vous fouette avec son clavier, qui vous modère. Merci à Stéphanie Berlu pour les visuels. Merci à celles et ceux qui, derrière la vitre, nous donnent le cadre, l'image, la couleur, le pixel, la bienveillance aussi parfois, et la bonne humeur toujours. Merci à Floriane, Thomas, Adrien, Jules Drin et Cyril. Pour ceux qui ont raté le début du stream ou qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info, sur lequel vous vous informez bien sûr, c'est le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Il est aussi disponible en podcast sur la plateforme de Radio France. Nous, on se retrouve jeudi prochain, au même endroit, à la même heure, pas vraiment de bonne heure, mais évidemment de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.